Cette histoire m'a été envoyée par Roberto, un auditeur du Chili qui a vécu l'une des expériences les plus terrifiantes que j'ai entendues depuis longtemps. Ce qu'il a vécu avec sa sœur cadette défie toute explication rationnelle. Si jamais vous avez été témoin de quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, quelque chose qui a changé votre façon de voir le monde, racontez-le-moi dans les commentaires. J'aimerais savoir que Roberto n'est pas seul dans cette situation. Maintenant, préparez-vous à écouter ce qui est arrivé à sa famille il y a 4 ans. Je m'appelle Roberto Sepulveda, j'ai 28 ans, et pendant longtemps, j'ai hésité à raconter cela. Non pas parce que j'ai peur qu'on ne me croie pas, mais parce que revivre cela signifie retourner à cet endroit sombre où j'ai été pendant des mois, voyant ma sœur cadette devenir quelque chose qu'elle n'était pas. Cela s'est passé il y a 4 ans, quand j'avais 24 ans et que ma sœur Valentina en avait 16. Nous vivions dans une maison en périphérie de Valparaiso avec nos parents. C'était une famille normale, fonctionnelle. Mon père travaillait au port, ma mère était professeure des écoles, Valentina était en 3e et moi j'étudiais l'ingénierie à l'université locale, tout en travaillant à temps partiel dans un magasin d'électronique. Valentina avait toujours été une fille tranquille, studieuse, un peu timide. Elle avait quelques amis proches, mais elle n'était pas du genre à sortir beaucoup. Elle aimait lire, écouter de la musique, passer du temps dans sa chambre à dessiner. C'était une petite sœur idéale, honnêtement. Elle ne posait jamais de problème. Tout a changé après qu'elle a visité la maison de son amie Constanza. C'était un samedi de mars. Valentina m'a demandé de l'argent pour le bus parce qu'elle allait passer l'après-midi chez Constanza, qui vivait dans un quartier plus ancien de la ville. Je lui ai donné 20 000 pesos et je lui ai dit de faire attention. Elle a souri, m'a remercié et est partie. Elle est rentrée chez elle vers 8 heures du soir. Je me souviens que j'étais dans le salon en train de regarder la télévision quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Je me suis levé pour l'accueillir et je suis resté paralysé. Valentina se tenait sur le seuil, complètement immobile. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements un peu sales comme si elle était tombée. Mais ce qui m'a vraiment alarmé, c'était son expression. Elle avait les yeux très ouverts, regardant fixement devant elle mais sans vraiment voir quoi que ce soit. Son visage était pâle, presque gris. « Ah, ça va ?» Je l'ai appelée. « Tu vas bien ?» Elle ne répondit pas. Elle marcha simplement vers les escaliers comme un automate et monta dans sa chambre. J'entendis sa porte se fermer. Ma mère, qui était dans la cuisine, sortit en entendant mes pas dans les escaliers. « C'était Valentina ?» demanda-t-elle. « Oui, mais quelque chose ne va pas. Elle agit très bizarrement. » Nous montâmes ensemble et frappons à la porte de sa chambre. Il n'y eut pas de réponse. Nous frappons à nouveau. « Valentina, chérie, tu vas bien ?» demanda ma mère d'une voix inquiète. Enfin, nous entendîmes sa voix, faible et lointaine. « Je vais bien. Juste fatigué. Je veux dormir. » Ma mère me regarda, indécise. Nous décidâmes de la laisser se reposer, mais de rester attentifs. Le lendemain matin, Valentina descendit pour le petit déjeuner en agissant normalement. Quand nous lui demandâmes ce qui s'était passé la veille, elle parut confuse. « Que voulez-vous dire par que j'ai agi bizarrement ? Je suis arrivé, j'étais fatigué, je suis allé dormir. C'est tout. Je ne me souvenais pas d'avoir été si pâle, si absente. » Ma mère et moi avons échangé des regards, mais avons décidé de ne pas insister sur le sujet. Au cours des jours suivants, nous avons remarqué de petits changements chez Valentina. Elle dormait plus que d'habitude. Son appétit a diminué de façon drastique. Elle a commencé à éviter la lumière du soleil, gardant les rideaux de sa chambre fermés tout le temps. Et quand elle parlait, sa voix semblait différente, plus plate, sans les inflexions naturelles qu'elle avait toujours eues. Mes parents ont pensé que c'était peut-être une dépression adolescente. Ils ont pris rendez-vous avec un psychologue. Valentina est allée à 2 séances et ensuite a catégoriquement refusé de revenir. « Il n'y a rien de mal avec moi », a-t-elle insisté. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. » Mais les choses ont continué à empirer. Valentina a commencé à avoir des cauchemars. Ou du moins, c'est ce que nous pensions au début. Nuit après nuit, nous entendions des cris venant de sa chambre. Quand nous courions pour l'aider, nous la trouvions assise sur son lit, en sueur, tremblante, murmurant des choses incohérentes. Une nuit, c'est moi qui suis arrivé le premier dans sa chambre. J'ai ouvert la porte et je l'ai trouvée debout près de sa fenêtre, regardant dehors. Mais ce qui m'a terrifié, c'est qu'elle parlait, parlant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas de l'espagnol, ce n'était pas de l'anglais, ce n'était rien de ce que j'avais entendu auparavant. Les sons qui sortaient de sa bouche étaient rugueux, gutturaux, presque douloureux à écouter. « Ça va ?» ai-je dit, m'approchant lentement. « Que dis-tu ?» Elle se retourna pour me regarder.
et je jure que ses yeux brillaient dans l'obscurité. Ce n'était pas un reflet de lumière, c'était une lueur propre, comme celle d'un animal nocturne. « Roberto », dit-elle avec sa voix normale, et la lueur disparut. « Que fais-tu ici? Tu parlais toute seule, en... je ne sais pas quelle langue. » Elle rit, mais c'était un rire étrange, trop profond pour sa voix habituelle. « Tu rêvais, dit-elle. Retourne au lit. » Mais je n'avais pas rêvé. J'étais complètement éveillé. Le lendemain, je parlais avec Constanza, l'amie avec qui Valentina avait été ce samedi-là. Je suis allé chez elle après les cours et je lui ai demandé directement ce qui s'était passé. Constanza est devenue nerveuse immédiatement. « Il ne s'est rien passé, dit-elle, sans me regarder dans les yeux. Nous étions juste chez moi, écoutant de la musique, parlant. Constanza, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Ma sœur agit de manière très étrange depuis ce jour. » Elle se mordit la lèvre, clairement en train de débattre intérieurement si elle devait me dire quelque chose. Finalement, elle soupira. « Il y avait d'autres filles là, admit-elle, des amies de ma cousine. Elles jouaient avec des choses, avec une Ouija. Je leur ai dit que c'était une mauvaise idée, mais elles ne m'ont pas écouté. Valentina a participé. Elle a dit qu'elle voulait essayer. Je sentis mon estomac se nouer. Et que s'est-il passé? Oh, au début, rien. Le tableau ne bougeait pas. Mais ensuite, Valentina est entrée comme en transe. Elle a commencé à trembler. Les bougies que nous avions allumées se sont toutes éteintes en même temps, bien qu'il n'y ait pas de vent. Et alors Valentina a parlé, mais ce n'était pas sa voix. C'était autre chose. Quelque chose de profond et terrifiant. Elle a dit des choses horribles, Roberto. Des menaces. Nous avons eu tellement peur que nous avons immédiatement arrêté. Quand Valentina est revenue à elle, elle ne se souvenait de rien. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt ?» ai-je demandé, sentant la colère monter dans ma gorge. « Parce que j'avais peur », a répondu Constanza, les larmes aux yeux. « Et parce que Valentina m'a fait promettre de ne le dire à personne. Elle m'a menacé, Roberto. Elle m'a dit que si je racontais quoi que ce soit, je le regretterais. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec une peur grandissante. Je savais que je devais parler à mes parents, mais comment leur dire que ta petite sœur pourrait être possédée par quelque chose qui a été contacté à travers une Ouija ? Cette nuit-là, pendant le dîner, j'ai décidé de confronter directement Valentina. Je sais ce qu'est la Ouija, dis-je. La fourchette de Valentina s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Lentement, très lentement, elle tourna la tête pour me regarder. Et à ce moment-là, je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Haine pure et viscérale. « Tu ne sais rien », dit-elle d'une voix qui n'était pas complètement la sienne. « Que se passe-t-il ici ?» demanda mon père, regardant entre nous deux. Je lui ai tout raconté. Ce qui concernait Constanza, la Ouija, les comportements étranges de Valentina. Mes parents écoutaient avec des expressions de plus en plus préoccupées. Valentina s'est levée brusquement de la table, tirant sa chaise en arrière. « Ils sont fous, dit-elle. Tout le monde est fou. Il ne m'est rien arrivé. C'était juste un jeu stupide. Alors explique pourquoi tu parles des langues que tu ne connais pas en dormant, dis-je. Explique pourquoi tes yeux brillent dans le noir. Explique pourquoi tu ne sembles plus être toi. » Valentina resta immobile, me fixant intensément. Et puis, elle sourit. Mais ce n'était pas son sourire. C'était le sourire de quelqu'un d'autre utilisant son visage. « Parce que je ne suis pas elle, » dit-elle simplement. Puis elle monta les escaliers vers sa chambre. Le silence qui resta à la table était dense et terrifiant. Ma mère commença à pleurer. Mon père, toujours le plus pragmatique, essaya de garder son calme. « Demain, nous l'emmènerons chez un médecin, dit-il. Il doit y avoir une explication médicale, une tumeur cérébrale, un trouble psychiatrique, quelque chose. Mais au fond, nous savions tous que c'était quelque chose de plus. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, je me suis réveillé avec un son qui m'a glacé le sang. C'était des rires. Des rires qui venaient de la chambre de Valentina. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était maniaque, incontrôlé, entrecoupé de sanglots. J'ai couru à sa chambre et j'ai ouvert la porte sans frapper. Ce que j'ai vu m'a laissé paralysé. Valentina était assise par terre, au centre de sa chambre, entourée de bougies dont elle ne se souvenait pas avoir. Les bougies brûlaient avec des flammes qui se déplaçaient de manière défiant les lois physiques, se tordant en spirales impossibles. Sur les murs, avec ce qui semblait être du sang, j'ai découvert plus tard que c'était son propre sang provenant de coupures sur ses bras, il y avait des symboles dessinés. Des symboles que je reconnaissais vaguement de films d'horreur, mais qui maintenant, les voyant dans la chambre de ma sœur, étaient beaucoup plus terrifiants. Et Valentina parlait. Parlait dans cette langue gutturale à nouveau,
mais maintenant avec plus de fluidité, comme si elle la maîtrisait parfaitement. Ses yeux, quand elle s'est tournée pour me regarder, n'avaient pas de pupille, juste du blanc pur. « Pars », dit-elle, mais la voix qui en sortit n'était pas humaine. Elle était multiple, comme si plusieurs personnes parlaient à travers sa gorge simultanément. « Ce corps est le nôtre maintenant », j'ai crié en appelant mes parents. Quand ils sont arrivés et ont vu la scène, ma mère s'est évanouie. Mon père a essayé de s'approcher de Valentina, mais elle a levé la main et il a été projeté en arrière, s'écrasant contre le mur. Je ne sais pas d'où venait la force. Valentina mesurait 1,60 m et pesait peut-être 50 kilos. Mais ce qui était en elle avait le pouvoir de lancer mon père, un homme de 90 kilos, comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Nous avons appelé une ambulance. Les paramédics sont arrivés et, après beaucoup d'efforts, et avoir dû la sédater avec une dose qu'ils utiliseraient normalement pour quelqu'un 3 fois sa taille, ils ont réussi à l'emmener à l'hôpital. Au cours des 3 jours suivants, Valentina a été à l'hôpital psychiatrique. Les médecins l'ont évaluée, lui ont fait toutes sortes de tests, scans cérébraux, analyse de sang, évaluation psychologique. Tout était normal. Physiquement, elle était parfaitement saine, mais son comportement devenait de plus en plus erratique. Il a attaqué une infirmière, la mordant si fort qu'il lui a arraché un morceau de chair du bras. Il parlait dans des langues que aucun linguiste n'a pu identifier. Et il montrait une connaissance de choses qu'il ne pouvait pas savoir, des secrets des médecins et des infirmières que personne ne lui avait racontés. C'est un des infirmiers, un homme âgé nommé Don Patricio, qui s'est approché de mon père dans le couloir de l'hôpital. « Je connais quelqu'un qui peut t'aider », a-t-il dit à voix basse. Un prêtre, pas du genre à dire la messe le dimanche, mais du genre qui comprend ces choses. Mon père, désespéré, a accepté. Le père Gonzalo est arrivé ce même soir. C'était un homme d'environ 60 ans, avec des cheveux gris et des yeux qui avaient trop vu. Il avait avec lui une valise noire qui, lorsqu'il l'a ouverte, révélait une Bible ancienne, plusieurs bouteilles d'eau bénite, des crucifix et d'autres objets religieux. « J'ai vu des cas comme celui-ci », dit-il après avoir observé Valentina à travers la fenêtre de sa chambre. Elle était attachée au lit, non par cruauté, mais parce qu'elle avait essayé de se faire du mal à plusieurs reprises. Ce que votre fille a, c'est une véritable possession démoniaque. Ce n'est pas une maladie mentale, ce n'est pas un traumatisme psychologique. C'est une entité maléfique qui a pris le contrôle de son corps. « Peut-elle être aidée ?» demanda ma mère, s'accrochant à la dernière mèche d'espoir. « Je peux essayer », répondit le père Gonzalo. « Mais je dois vous faire comprendre qu'un exorcisme n'est pas comme dans les films. C'est long, épuisant et dangereux. Pour elle, pour moi et pour vous si vous êtes présents. Et ça ne fonctionne pas toujours. Nous avons tous signé les papiers nécessaires, assumant la responsabilité. Les médecins ne pouvaient de toute façon plus faire grand-chose. L'exorcisme a commencé cette nuit-là, dans une chambre isolée de l'hôpital que le père Gonzalo a béni et préparé méticuleusement. Il nous a permis d'être présents, derrière une ligne de sel qu'il avait tracée sur le sol. « Ne franchissez pas cette ligne quoi qu'il arrive », nous a-t-il avertis. « Et ne répondez à rien de ce qu'elle dit. Ce n'est pas Valentina qui parle. Ils ont amené Valentina, encore attachée, et l'ont allongée sur un lit au centre de la pièce. Le père Gonzalo a commencé le rituel, lisant des passages en latin de sa Bible, aspergeant de l'eau bénite, tenant le crucifix vers Valentina. La réaction a été immédiate et violente. Valentina a commencé à convulser. Son corps s'est arqué de manière à sembler briser ses os. Sa peau a commencé à cloquer là où l'eau bénite l'avait touchée, comme si elle était en train de brûler. Et les sons qui sortaient de sa gorge étaient inhumains, des cris mêlés à des rires démoniaques et des mots dans des langues qui faisaient mal à les entendre. « Sors de cette fille », ordonna le père Gonzalo. « Tu n'as pas le droit d'être ici. Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de la libérer. » La chose à l'intérieur de Valentina a ri, et quand elle a parlé, c'était avec cette voix multiple terrifiante. Elle nous a invités, elle a ouvert la porte, elle nous a supplié d'entrer. Ce corps est le nôtre de droit. « Des mensonges !» cria le père. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Laissez-la partir. L'exorcisme a continué pendant des heures. Parfois, il semblait que nous gagnions quand Valentina criait de sa propre voix, suppliant de l'aide. Mais ensuite, la chose revenait, plus forte, plus violente. En un instant, les liens qui la retenaient au lit se rompirent, comme s'ils étaient en papier. Valentina se leva, flottant à plusieurs centimètres du matelas. Sa tête tourna dans un angle impossible, regardant en arrière, et sa bouche s'ouvrit trop, plus que ce qu'une mâchoire humaine devrait permettre. « Tout le monde va mourir », dit-elle avec cette voix horrible. «
en commençant par le vieux. Elle se lança vers le père Gonzalo, mais il tenait le crucifix en avant. Valentina s'arrêta comme si elle avait heurté un mur invisible, hurlant de douleur et de fureur. Ma mère ne put plus. Elle franchit la ligne de sel, courant vers Valentina. « Non !» cria le père Gonzalo, mais il était trop tard. Valentina, ou ce qui était à l'intérieur d'elle, se tourna vers ma mère avec une vitesse surnaturelle. Elle l'attrapa par le cou d'une main, la soulevant du sol. « Maman stupide !» siffla-t-elle. « Tu es venue mourir avec ta fille. Mon père et moi nous sommes lancés en avant, mais une force invisible nous a poussés en arrière. Nous pouvions seulement observer avec horreur, pendant que ma mère s'étouffait, se débattant dans l'air. Le père Gonzalo a crié des prières avec plus d'intensité, s'approchant avec le crucifix. Il a pressé le crucifix contre le front de Valentina, et cette fois, il y a eu un sifflement comme de la chair brûlée. Valentina a crié, lâchant ma mère, qui est tombée au sol en toussant. « Maintenant !» a crié le père. « Tous ensemble, priez le Notre Père !» Nous avons commencé à réciter la prière, nos voix se joignant à celles du père Gonzalo. Au début, Valentina riait, se moquant. Mais alors que nous continuions, son rire est devenu moins sûr, plus désespéré. « Notre Père qui es aux cieux, taisez-vous !» a hurlé la chose. « Que ton nom soit sanctifié. Je vous dis de vous taire. Que ton règne vienne. » Valentina a commencé à convulser violemment. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme si elle essayait de parler mais ne pouvait pas. De sa gorge sortaient plusieurs voix, toutes criant, toutes se battant pour le contrôle. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Du sang commença à couler des yeux, du nez et des oreilles de Valentina. J'étais terrifié à l'idée que nous étions en train de la tuer, mais le père Gonzalo me fit signe de continuer. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Une fumée noire commença à sortir de la bouche de Valentina. Elle était dense, visqueuse, et sentait le soufre et la chair pourrie. Elle se tordait dans l'air comme si elle était vivante, essayant de garder sa forme. « Pardonne-nous nos offenses. »« Non !» Le cri qui sortit de Valentina n'était pas de ce monde. C'était le son de 1000 voix criant en agonie. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. La fumée noire se dispersa soudainement, comme si une fenêtre invisible s'était ouverte et l'avait aspirée. Les lumières de la pièce, qui avaient clignoté tout ce temps, se stabilisèrent. Le froid antinaturel qui avait rempli l'espace se dissipa, et Valentina s'effondra sur le lit, complètement immobile. Nous avons couru vers elle. Le père Gonzalo est arrivé le premier, vérifiant son pouls. « Elle est vivante », dit-il avec un soulagement visible. « Elle est vivante et elle est propre. Je peux le sentir. L'entité est partie. » Valentina ouvrit lentement les yeux. Et cette fois, quand elle nous regarda, c'était elle. Vraiment elle. J'ai vu la reconnaissance, la peur, la confusion, mais surtout, j'ai vu ma sœur. « Maman ?» dit-elle d'une voix faible. Que s'est-il passé? Où suis-je? Ma mère l'a embrassée, en pleurant. Nous avons tous pleuré. Valentina a passé 2 semaines de plus à l'hôpital à se remettre. Elle ne se souvenait de rien de ce qui s'était passé depuis le jour où elle avait joué avec la Ouija. Pour elle, cela avait été comme dormir. Un rêve sombre et sans fin où elle entendait parfois des voix, ressentait des choses horribles, mais ne pouvait pas se réveiller. Les médecins ne pouvaient pas expliquer sa récupération soudaine. Pour eux, elle avait eu un épisode psychotique sévère qui, mystérieusement, s'était complètement résolu. Mais nous savions la vérité. Depuis, 4 ans se sont écoulés. Valentina a maintenant 20 ans. Elle étudie le design à l'université. Elle a un petit ami. Elle a une vie normale. Mais il y a des choses qui ont changé en elle de façon permanente. Elle ne peut pas entrer dans des églises sans ressentir une intense inconfort. Elle a des cicatrices sur ses bras, des coupures qu'elle s'est faites pendant qu'elle était possédée. Et parfois, surtout quand elle est très fatiguée ou stressée, elle parle dans son sommeil, pas dans cette langue terrible, Dieu merci, mais en chuchotements inquiétants qui me tiennent toujours en alerte. Le père Gonzalo est devenu un ami proche de la famille. Il nous a expliqué que ce qui avait possédé Valentina n'était pas un seul démon, mais plusieurs. Des entités mineures qui avaient profité de l'ouverture créée par la Ouija et de l'état vulnérable d'une adolescente pour entrer. La plupart du temps, nous a-t-il dit, quand les gens jouent avec des Ouija ou font des rituels sans savoir ce qu'ils font, il ne se passe rien. Mais de temps en temps, quelqu'un a juste la combinaison de sensibilité spirituelle, de mauvais timing et de malchance. Et alors quelque chose traverse. L'important est que Valentina est libre maintenant. Mais vous devez rester vigilant. Une fois que vous avez été marqué par l'autre côté,
Cette marque ne disparaît jamais complètement. Nous avons suivi son conseil. Valentina porte toujours un crucifix. Notre maison est régulièrement bénie. Et jamais, jamais, nous ne permettons aucun type de jeu ou d'activité qui pourrait ouvrir des portes qui ne devraient pas être ouvertes. Parfois, je pense à combien nous avons été proches de perdre Valentina pour toujours. À quel point ces choses qui ont pris son corps étaient sur le point de le lui prendre définitivement. Et je me demande combien de personnes là-bas se comportent de manière étrange. Et leur famille suppose qu'il s'agit de maladie mentale, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de bien plus sombre. Tous les monstres ne sont pas imaginaires. Toutes les possessions ne sont pas de la fiction. Et tous les exorcismes ne se terminent pas bien. Nous avons eu de la chance. Mais cette chance a un prix. La connaissance qu'il y a des choses là-dehors, attendant, cherchant la moindre fissure pour entrer dans notre monde. Et une fois que tu le sais, tu ne peux jamais cesser de le savoir. C'est tout ce que Roberto a voulu partager sur la possession de sa sœur Valentina. Il m'a écrit qu'elle va maintenant bien, qu'elle vit sa vie, mais que toute la famille porte les cicatrices de ce qui s'est passé. Si tu as déjà eu des expériences avec le paranormal, ou si tu as été témoin de quelque chose que les médecins n'ont pas pu expliquer, j'aimerais que tu le partages. Ces histoires nous rappellent qu'il y a des limites que nous ne devrions pas franchir. Abonne-toi pour plus de témoignages chaque semaine. Prends soin de toi et passe une bonne nuit. Un suiveur m'a contacté il y a quelques jours avec une histoire qui m'a laissé réfléchir pendant des heures. Il me l'a envoyée depuis un village côtier et m'a demandé de la partager car il a besoin de réponses. Si jamais vous avez vécu quelque chose de similaire, s'il vous plaît, laissez-le dans les commentaires. Peut-être qu'ensemble nous pourrons comprendre ce qui s'est réellement passé. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qu'Andrés a vécu quand il avait 19 ans, travaillant comme gardien de nuit dans un phare abandonné. Ce qu'il a découvert là-bas ne devrait pas être possible, mais les preuves qu'il m'a envoyées, eh bien, jugez par vous-même. Je m'appelle Andrés et j'ai 34 ans. Ce que je vais raconter s'est passé il y a 15 ans, mais chaque détail reste gravé dans ma mémoire, comme si cela s'était produit hier soir. Parfois, je souhaiterais pouvoir l'oublier. D'autres fois, j'ai besoin de m'en souvenir pour me convaincre que c'était réel, que je ne suis pas en train de perdre la raison. Tout a commencé à l'été 2010. Je venais d'avoir 19 ans et j'avais désespérément besoin d'argent pour payer l'université. Mon oncle Ramon, qui travaillait à la municipalité, m'a trouvé un emploi temporaire comme gardien de nuit. L'endroit était un vieux phare à la périphérie du village, une structure en pierre qui n'avait pas fonctionné depuis des décennies. Le phare avait été désactivé dans les années 60, lorsqu'ils en avaient construit un nouveau et plus moderne à 5 kilomètres de là. Depuis, la tour était restée vide, se détériorant lentement sous le soleil et le sel de la mer. La municipalité venait d'acheter la propriété avec des projets de la transformer en musée, mais en attendant, ils avaient besoin de quelqu'un pour veiller à ce que des vandales ou des sans-abri n'entrent pas. Le travail semblait simple. Arriver à 10 heures du soir, faire des rondes toutes les 2 heures, signaler toute anomalie, partir à 6 heures du matin. Le paiement était bon pour ce que c'était, et j'étais jeune et naïf. Cela ne me dérangeait pas de passer les nuits seul, dans un vieux bâtiment isolé. Ma première nuit était un vendredi. Je me souviens que conduire jusqu'à là-bas était déjà inquiétant. Le chemin de terre serpentait le long de falaises rocheuses, avec l'océan rugissant en bas. Il n'y avait pas d'éclairage public, juste la lumière de mon vieux camionnette coupant l'obscurité. Le phare est apparu soudainement à un tournant, s'élevant contre le ciel étoilé comme un doigt de pierre pointant vers le haut. Je me suis garé près de l'entrée, et j'ai sorti la lampe de poche. Mon oncle m'avait donné un jeu de clés et une liste simple d'instructions. La porte principale était en bois épais, gonflée par l'humidité. J'ai dû la pousser avec mon épaule pour l'ouvrir. L'intérieur sentait le moisi, le sel et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose de vieux. Le rez-de-chaussée était circulaire, avec des murs en pierre nue et un sol en carreaux fissurés. Il y avait des restes de ce qui avait été des meubles, une table délabrée, quelques chaises cassées, des étagères vides. Au centre, un escalier en colimaçon en fer montait vers l'obscurité. J'ai allumé ma lampe de poche et commencé à explorer. En plus du rez-de-chaussée, il y avait 3 niveaux supplémentaires en haut. Le 2e étage avait servi d'espace de stockage.
Il restait encore des vieilles caisses remplies d'équipements rouillés. Le troisième niveau était plus petit, probablement des chambres pour les anciens gardiens de phare. Le quatrième et dernier étage était la salle de la lampe, où se trouvait autrefois le mécanisme de lumière. Tout semblait normal, vieux, abandonné, mais normal. J'ai décidé d'installer mon camp de base au rez-de-chaussée, où j'ai laissé mon sac à dos avec des collations, une thermos de café et un livre. La première nuit s'est passée sans incident. J'ai fait mes rondes, lu, pris du café, regardé le lever du soleil depuis la salle de la lampe. Facile. La deuxième nuit a été pareille, et la troisième. J'ai commencé à me détendre, à penser que ce serait un travail monotone mais simple. La quatrième nuit, mardi, c'est là que les choses étranges ont commencé. Il était environ 1h du matin lorsque j'ai entendu le premier bruit. J'étais assis au rez-de-chaussée, lisant un roman sous la lumière de ma lampe à gaz, quand j'ai entendu des pas à l'étage. Ce n'étaient pas des pas ordinaires. Ils étaient lents, lourds, et venaient du deuxième étage. Je suis resté immobile, le livre oublié sur mes genoux. Les pas se déplaçaient d'un côté à l'autre, comme si quelqu'un marchait en cercle. Puis ils se sont arrêtés. J'ai pris ma lampe de poche et je suis monté lentement les escaliers, essayant de faire le moins de bruit possible. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai atteint le deuxième étage et j'ai balayé l'espace avec la lampe. Les caisses étaient toujours à leur place. Il n'y avait personne. Mais quelque chose avait changé. Une des boîtes qui était fermée était maintenant ouverte. Son couvercle en carton jeté sur le côté. Je m'approchais prudemment. La boîte contenait des documents anciens, des papiers jaunis couverts de moisissures. Je les examinais brièvement avec la lampe de poche. Ils semblaient être des registres d'entretien, des journaux du phare des années 50. Peut-être un animal, pensais-je, un gros rat ou un raton laveur qui avait réussi à entrer. Mais les pas avaient sonné trop lourdement pour être un petit animal. Je terminais ma ronde et retournais au rez-de-chaussée, nerveux, mais essayant de me convaincre qu'il y avait une explication logique. Le reste de la nuit passa en silence, mais je ne pouvais plus me concentrer sur mon livre. La cinquième nuit, mercredi, les sons sont revenus. Cette fois, ils étaient différents. Pas seulement des pas, mais des traînements, comme si quelqu'un déplaçait des meubles au troisième étage. Le bruit était constant, répétitif. Traîne, pause, traîne, pause. Je suis remonté encore une fois, cette fois plus préparé mentalement. Le troisième étage était vide comme toujours, mais j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait des marques dans la poussière du sol. Des marques circulaires, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd en cercle, mais il n'y avait rien là qui puisse causer ces marques. Les pièces étaient complètement vides. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé de prendre des photos, mais la batterie était morte. C'était étrange. Je l'avais complètement chargé avant de sortir. J'ai rangé le téléphone et j'ai décidé de terminer mon service le plus rapidement possible. Pour la 6e nuit jeudi, j'ai envisagé de démissionner. Mais j'avais besoin d'argent, et une partie de moi, une partie stupide et curieuse, voulait comprendre ce qui se passait. Je suis arrivé au phare avec 2 lampes de poche supplémentaires et un téléphone complètement chargé. La nuit a commencé tranquillement, trop tranquillement. On n'entendait même pas la mer, bien que je savais que les vagues se brisaient violemment contre les rochers en contrebas. C'était comme si le phare existait dans une bulle de silence. À 2h du matin, pendant ma ronde, je suis arrivé au 4e étage, dans la salle de la lampe. La pièce était circulaire, avec de grandes fenêtres donnant sur l'océan dans toutes les directions. Au centre se trouvait une plateforme, où se trouvait autrefois le mécanisme rotatif de la lumière. Quelque chose était différent. Sur la plateforme centrale, il y avait des dessins. Non, pas des dessins, des symboles, tracés dans la poussière avec un doigt ou peut-être un bâton. Ils étaient complexes, géométriques, formant des motifs que je ne reconnaissais pas, mais qui, d'une manière ou d'une autre, me dérangeaient profondément. Ma lampe de poche clignota, puis elle s'éteignit complètement. Les 2 autres aussi. Tout à coup, j'étais dans l'obscurité totale, juste avec la faible lumière de la lune filtrant à travers les fenêtres. Alors je l'ai vue. Au début, je pensais que c'était une ombre, une illusion créée par la lumière de la lune, mais elle se déplaçait indépendamment des ombres naturelles. C'était une figure humaine, ou quelque chose de forme humaine, debout au bord opposé de la pièce. Elle n'avait pas de traits définis, juste une silhouette sombre et dense qui semblait absorber la lumière autour d'elle. Il ne bougeait pas. Il était juste là, m'observant. J'ai voulu courir, mais mes jambes ne répondaient pas.
C'était comme si la peur m'avait cloué au sol. La silhouette a commencé à bouger, non pas en marchant, mais en glissant, flottant au-dessus du sol. Elle s'approchait lentement, sans faire aucun bruit. Finalement, j'ai réussi à bouger. J'ai descendu les escaliers si vite que j'ai failli tomber plusieurs fois. Je ne me suis pas arrêté jusqu'à ce que j'atteigne ma camionnette. J'ai démarré le moteur avec des mains tremblantes et j'ai conduit de retour au village sans regarder en arrière. J'ai appelé mon oncle ce matin-là et je lui ai dit que je démissionnais. Je lui ai inventé une excuse sur le fait d'avoir trouvé un autre emploi. Il n'a pas insisté trop. En fait, il m'a regardé avec une expression étrange quand je suis allé rendre les clés, comme s'il savait quelque chose qu'il ne me disait pas. Je pensais que c'était tout, que j'en avais fini avec le phare et avec ceux qui y habitaient, mais je me trompais. 3 nuits après avoir démissionné, je me suis réveillé dans mon lit à 3 heures du matin. Ma chambre était dans l'obscurité, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Je pouvais le sentir. Cette même présence que j'avais ressentie au phare était maintenant dans ma chambre. J'ai allumé la lumière de ma table de nuit. Il n'y avait rien de visible, mais la sensation ne disparaissait pas. C'était comme avoir quelqu'un debout dans le coin, te regardant, même si tu ne pouvais pas le voir. Cela a continué nuit après nuit. Toujours à 3 heures du matin, toujours la même sensation d'être observé. J'ai commencé à dormir avec toutes les lumières allumées. Mes parents s'inquiétaient. Ils disaient que j'avais l'air malade, que j'avais perdu du poids, que j'avais de profondes cernes. 1 semaine après avoir démissionné, je n'en pouvais plus. Je suis allé chercher Don Esteban, un vieil homme du village que tout le monde appelait le sage. Les gens disaient qu'il savait des choses anciennes, des choses que l'Église ne reconnaissait pas mais qui existaient quand même. Don Esteban vivait dans une petite maison près du port. Quand je lui ai raconté ce que j'avais vécu au phare, son expression est devenue sérieuse. Ce phare a une histoire, dit-il lentement, une mauvaise histoire. Avant qu'il ne soit construit, ce promontoire était connu sous le nom de Punta del Ahogado. De nombreux bateaux s'y sont échoués au XIXe siècle. Des dizaines d'hommes sont morts dans ces eaux. Mais ils ont construit le phare pour éviter d'autres accidents, non ? Demandai-je. Oui, acquiesça Don Esteban. Mais le premier gardien de phare qui a travaillé là-bas, quelque chose lui est arrivé. Il a perdu la raison après seulement 3 mois. Il disait qu'il voyait des ombres, qu'il entendait des voix des noyés l'appelant. Une nuit de tempête, il s'est jeté depuis la salle de la lampe. Il s'est écrasé contre les rochers. Je sentis un frisson parcourir mon dos. Il y en a eu d'autres après lui, continua Don Esteban. Aucun ne durait plus d'1 an. Tous rapportaient les mêmes choses. Ombres, voix, sensation d'être observé. C'est pourquoi, quand ils ont construit le nouveau phare, personne ne s'est opposé à la fermeture de l'ancien. Ce n'était pas seulement parce qu'il était obsolète, c'était parce que personne ne voulait travailler là-bas. Pourquoi me suit-il maintenant ? Demandai-je d'une voix tremblante. Je ne travaille plus là-bas, je suis déjà parti. Don Esteban me regarda avec ce qui semblait être de la compassion. Il t'a marqué, dit-il simplement. En entrant là-bas, en passant du temps dans cet endroit, tu as attiré son attention, et maintenant, il ne te laissera pas partir facilement. Que puis-je faire ? Le vieil homme se leva et se dirigea vers une étagère pleine de flacons et d'objets étranges. Il en prit plusieurs, un petit flacon de sel marin, un autre d'herbe sèche que je ne reconnus pas, et un médaillon en métal avec des symboles gravés. « Cela te protégera pendant que tu dors, » dit-il en me donnant le médaillon. « Accroche-le au-dessus de ton lit. Le sel, saupoudre-le sur le seuil de ta porte chaque nuit avant de dormir. Les herbes, brûle-les dans un plat. Laisse la fumée remplir ta chambre. »« Cela fonctionnera ?» demandai-je, désespéré. « Cela fonctionnera pour te protéger, » répondit-il. « Mais pour te libérer complètement, tu dois revenir. » Mon cœur se serra. Revenir au phare ? Oui. Tu dois confronter ce qui est là-bas. Tu dois fermer la porte que tu as ouverte, même si tu ne savais pas que tu l'ouvrais. Je ne comprends pas. Don Esteban soupira. Les symboles que tu as vus dans la salle de la lampe, les as-tu touchés ? Je réfléchis soigneusement. Je ne me souvenais pas les avoir touchés directement, mais j'ai marché dessus, dis-je. Ils étaient sur le sol, entre moi et la sortie. Je n'avais pas le choix. C'était suffisant, dit le vieil homme. Ces symboles sont un type de invocation, un appel. Quelqu'un les a tracés là il y a longtemps, probablement le premier gardien de phare avant de mourir.
Il essayait de contacter les esprits des noyés, cherchant des réponses ou peut-être une vengeance. En marchant sur les symboles, tu as complété le circuit. Tu as ouvert un portail. Cela semblait fou. À tout autre moment de ma vie, j'aurais rejeté tout cela comme de la superstition. Mais après ce que j'avais vu et ressenti, j'étais prêt à croire n'importe quoi. « Que dois-je faire là-bas » demandai-je. Don Esteban sortit un papier et commença à écrire des instructions. Il me donna aussi un sac avec plus de sel, une grande bougie blanche et un autre ensemble d'herbes différentes des premières. « Va lors de la nuit de nouvelle lune, dit-il. C'est le moment de moindre pouvoir pour les esprits. Monte dans la salle de la lampe, efface complètement les symboles avec le sel. Allume la bougie au centre où se trouvaient les symboles. Brûle ces herbes autour de la bougie en disant cette prière. » Il me donna un papier avec des mots écrits dans un espagnol très ancien, presque incompréhensible. « C'est une prière de bannissement, expliqua-t-il. Très ancienne, ma grand-mère me l'a enseignée, et à elle, la sienne. Ça fonctionne, mais tu dois la dire avec conviction, sans peur. Les esprits se nourrissent de la peur. » Je pris tout ce qu'il me donna, remerciai et partis, me sentant accablé et terrifié. Au cours des jours suivants, je suivis les instructions de Don Esteban pour protéger ma chambre. Et cela a fonctionné. Les visites nocturnes n'ont pas complètement cessé, mais elles sont devenues moins intenses. Je ne ressentais plus la présence directement dans ma chambre, mais à l'extérieur, près de ma fenêtre, comme si quelque chose guettait, mais ne pouvait pas entrer. Je consultais le calendrier. La nouvelle lune était dans 5 jours. 5 jours pour me préparer mentalement à retourner au phare. La nuit est arrivée trop tôt. C'était un jeudi d'août, sans lune, avec le ciel couvert de nuages. J'ai conduit jusqu'au phare avec le sac de Don Esteban sur le siège passager. Chaque kilomètre semblait une éternité. Le phare se dressait sombre et menaçant contre le ciel noir. Je me suis garé et je suis resté assis dans la camionnette pendant plusieurs minutes, rassemblant mon courage. Enfin, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai saisi le sac, ma lampe de poche et les clés que je n'avais pas encore officiellement rendues. La porte principale s'est ouverte avec un grincement. L'intérieur était encore plus sombre qu'avant, si cela était possible. Ma lampe de poche coupait l'obscurité en un petit cercle de lumière qui semblait insuffisant face à l'immensité de la noirceur. J'ai commencé à monter les escaliers. Chaque pas résonnait dans le silence. Je pouvais sentir que quelque chose savait que j'étais là. Je pouvais sentir son attention se concentrer sur moi. 2e étage. Les caisses étaient toujours à leur place, mais maintenant toutes étaient ouvertes. Leur contenu éparpillé sur le sol. J'ai continué à monter. 3e étage. Les marques circulaires dans la poussière étaient maintenant plus profondes, plus définies. Et il y en avait plus, beaucoup plus. Comme si quelque chose avait tourné en rond pendant des jours. 4e étage. La salle de la lampe. Les symboles sur le sol brillaient. Ils n'émettaient pas de lumière, mais d'une manière ou d'une autre, ils étaient visibles même dans l'obscurité totale. Comme s'ils étaient faits d'une substance qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir. La présence était là. Je pouvais la sentir plus forte que jamais. Ce n'était pas une seule entité, c'était en beaucoup. Toutes les âmes des noyés, piégées par les symboles, liées à cet endroit par l'invocation du phare fou. J'ai sorti le sel avec des mains tremblantes. J'ai commencé à le répandre sur les symboles, les effaçant ligne par ligne. L'air est devenu froid, si froid que je pouvais voir ma respiration former des nuages de vapeur. Les ombres ont commencé à se matérialiser autour de moi. Des dizaines d'entre elles, des silhouettes sombres, indistinctes, mais indéniablement humaines, ou ce qu'elles étaient autrefois des humains. Elles tournaient en cercles autour de moi, de plus en plus près. J'ai terminé de répandre le sel et j'ai placé la bougie au centre. Mes doigts pouvaient à peine tenir le briquet à cause du froid. Enfin, la flamme s'est allumée, petite et vulnérable, au milieu de toute cette obscurité. J'ai sorti les herbes et j'ai commencé à les brûler autour de la bougie. La fumée s'est élevée, dense et avec une odeur pénétrante. J'ai sorti le papier avec la prière et j'ai commencé à lire. Les mots étaient difficiles, ma prononciation probablement terrible. Mais j'ai continué, me forçant à parler clairement et fort bien que ma voix tremblait. Les ombres ont réagi. Elles ont commencé à se tordre, à convulser. Certaines se sont éloignées, d'autres se sont approchées, comme si elles luttaient contre la force des mots. J'ai continué la prière. Elle était longue, répétitive, conçue pour être récitée pendant que les herbes brûlaient. La fumée a rempli la pièce, et j'ai commencé à me sentir étourdi, mais je ne me suis pas arrêté. Alors,
Au milieu de la prière, l'une des ombres a parlé. Ce n'était pas une voix que j'ai entendue avec mes oreilles. C'était quelque chose qui résonnait directement dans mon esprit. Froid, désespéré, furieux. Pourquoi nous ramènes-tu à l'oubli? Les mots m'ont frappé comme une vague physique. J'ai failli laisser tomber le papier. Il nous a appelés. Il nous a promis un but. Et maintenant tu nous détruis? J'ai compris alors. Le gardien du phare n'avait pas invoqué les esprits par malice ou vengeance. Il les avait appelés par compassion, croyant d'une certaine manière qu'il pouvait leur donner la paix, un but. Mais il avait fait quelque chose de mal. Au lieu de les libérer, il les avait liés à cet endroit, les condamnant à une éternité d'existence vide et furieuse. « Je suis désolé », ai-je murmuré, bien que ce ne soit pas ma faute. Mais ce n'est pas la paix, c'est une prison. Vous devez avancer. J'ai poursuivi la prière, maintenant avec plus de conviction. Les ombres ont commencé à s'estomper, une par une. Certaines se battaient jusqu'à la fin. D'autres, simplement, se laissaient aller, comme si elles avaient attendu ce moment pendant des décennies. La bougie brûlait maintenant plus brillamment, impossiblement brillante pour une bougie ordinaire. La fumée des herbes formait des motifs dans l'air, presque comme les symboles qu'il avait effacés mais différents, plus bénins. J'ai atteint la fin de la phrase. Le dernier mot est sorti de mes lèvres, et le silence qui a suivi était absolu. Les ombres étaient parties. Toutes. La salle de la lampe était vide sauf pour moi, la bougie qui brûlait encore, et les cendres des herbes. La température a commencé à se normaliser. Le poids oppressif que j'avais ressenti dans l'air s'était levé. Le phare se sentait mort. Mais mort de la manière dont un vieux bâtiment abandonné doit se sentir, sans la malveillance, sans la présence antinaturelle. Je suis resté assis là pendant un long moment, m'assurant que j'avais vraiment terminé. Finalement, lorsque la bougie s'est complètement consumée, je me suis levé et suis descendu les escaliers. Je suis sorti du phare lorsque les premiers rayons de soleil commençaient à illuminer l'horizon. Je n'avais jamais vu un lever de soleil aussi beau. J'ai rendu les clés à mon oncle ce même jour. Je lui ai dit que j'avais oublié de le faire plus tôt. Il n'a pas posé de questions. Il a juste hoché la tête et m'a remercié pour le temps que j'ai passé là-bas. Je suis allé voir Don Esteban. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a souri, la première fois que je le voyais sourire. « Tu as bien fait, garçon », a-t-il dit. « Tu les as libérés, et tu t'es libéré toi-même. » Et il avait raison. Depuis cette nuit-là, je n'ai plus jamais ressenti cette présence. J'ai pu dormir sans lumières allumées, sans sel sur le seuil, sans peur de me réveiller à 3 heures du matin. Cela fait 15 ans depuis. J'ai obtenu mon diplôme universitaire, trouvé un bon travail, me suis marié, j'ai une fille, une vie normale. Mais de temps en temps, je conduis jusqu'à ce promontoire et je regarde le phare de loin. Il est toujours là, abandonné. Les projets de musée ne se sont jamais concrétisés. Personne ne veut s'approcher de l'endroit, bien que officiellement personne n'admette pourquoi. C'est comme si tout le village savait, à un certain niveau inconscient, que cet endroit a une histoire. Mais je sais qu'il est vide maintenant, vraiment vide. Les âmes qui étaient piégées là-bas sont parties, je ne sais pas où, peut-être au repos final, peut-être ont-elles simplement cessé d'exister. Je ne le sais pas, et c'est bien de ne pas le savoir. Parfois, je me demande au sujet du premier gardien de phare, s'il était vraiment fou, ou s'il était simplement un homme bon, qui a essayé de faire quelque chose de noble et a tragiquement échoué. Je me demande si son âme a également été libérée cette nuit-là, ou si elle était partie bien avant. Il y a une petite plaque dans le village, près du port, qui commémore les marins perdus à Punta del Ahogado. Je passe par là de temps en temps. Parfois, je laisse des fleurs. C'est ma façon de les honorer, de reconnaître leur souffrance. Don Esteban est mort il y a 3 ans. Lors de ses funérailles, sa petite fille m'a cherché. Elle m'a donné une enveloppe qu'il avait laissée pour moi. À l'intérieur, il y avait une courte note. « Merci d'avoir eu le courage de faire ce qui est juste. Peu de gens l'auraient. La prière que tu as utilisée est dans ma famille depuis 7 générations. Maintenant, je te la confie. Utilise-la si jamais tu en as besoin à nouveau, ou passe-la à quelqu'un qui en a besoin. Je garde la prière dans un endroit sûr. J'espère ne jamais avoir à l'utiliser à nouveau. Mais si quelqu'un me cherche un jour, désespéré, parlant d'ombres et de présences et de lieux maudits, je saurai quoi faire.
parce que j'ai appris quelque chose d'important pendant ces terribles semaines de ma jeunesse. Le surnaturel existe. Pas de la manière dont les films le montrent, pas avec des effets spéciaux et des frayeurs bon marché. Il existe dans les marges, dans les endroits où la tragédie s'accumule, où la douleur et la souffrance imprègnent l'espace même, et parfois, juste parfois, nous pouvons faire quelque chose à ce sujet. Nous pouvons libérer ce qui est piégé. Nous pouvons fermer des portes qui n'auraient jamais dû s'ouvrir. Nous pouvons apporter de la lumière à des endroits qui ont été dans l'obscurité trop longtemps. Je ne suis pas un héros. J'étais juste un garçon de 19 ans qui avait besoin d'argent pour l'université et s'est accidentellement retrouvé au milieu de quelque chose de bien plus grand que lui. Mais j'ai fait ce que je devais faire, et cela, je suppose, doit suffire. Le phare est toujours là, à Punta del Ahogado. Vide, en paix, un monument aux morts, mais plus une prison pour leurs âmes. Et je continue à vivre, portant cette histoire, cette expérience, comme une leçon sur le poids de la responsabilité et le pouvoir d'affronter ses peurs. C'est mon histoire, l'histoire de comment un travail d'été est devenu quelque chose qui a changé ma compréhension de la réalité pour toujours. Ainsi se termine le récit qu'Andrés m'a envoyé. Il m'a dit qu'après toutes ces années, il se sentait enfin prêt à le partager. Si jamais vous avez travaillé dans un endroit avec une histoire sombre, ou si vous avez vécu quelque chose qui défie l'explication, j'aimerais connaître votre histoire. Laissez-la dans les commentaires. Parfois, le simple fait de partager ces expériences nous aide à traiter ce que nous avons vécu. Et qui sait, peut-être que votre témoignage aidera quelqu'un d'autre qui traverse quelque chose de similaire. Merci d'avoir écouté, et passez une bonne nuit. Cette histoire m'est parvenue d'une abonnée nommée Patricia, qui a travaillé pendant des années comme infirmière dans un hôpital psychiatrique. Ce qu'elle m'a partagé est troublant, car cela remet en question la frontière entre la folie et la perception de quelque chose de réel. Si vous travaillez dans le domaine de la santé mentale, ou si vous avez eu des expériences similaires, j'aimerais que vous les partagiez dans les commentaires. Maintenant, permettez-moi de vous raconter ce que Patricia a découvert dans l'aile fermée du pavillon 3. Et pourquoi elle a démissionné de sa carrière après 15 ans de service. Je m'appelle Patricia et j'ai été infirmière psychiatrique pendant 15 ans. J'ai travaillé à l'hôpital San Rafael, une grande institution spécialisée en santé mentale qui traite des cas complexes. J'aimais mon travail, je l'aimais vraiment. Je sentais que je faisais une différence dans la vie de personnes que le reste de la société avait oubliées ou craignait. Mais il y a eu quelque chose que j'ai vécu là-bas, quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je savais sur la maladie mentale et la réalité. Quelque chose qui m'a finalement obligé à démissionner et à changer complètement de profession. Cela a commencé en octobre 2021. J'avais déjà 14 ans d'expérience dans l'hôpital, principalement dans le pavillon 2, qui s'occupait des cas de dépression sévère et de troubles anxieux. C'était difficile mais gérable. Les patients étaient pour la plupart coopératifs et il y avait des progrès tangibles dans leur traitement. Ce mois d'octobre, l'infirmière en chef du pavillon 3 a démissionné brusquement. Sans préavis, sans période de transition. Elle a simplement laissé sa lettre de démission sur le bureau des ressources humaines un vendredi soir et n'est jamais revenue. Elle n'est même pas revenue chercher ses affaires personnelles. Le pavillon 3 était différent des autres. C'était là où il gardait les patients les plus sévères, schizophrénie résistante au traitement, psychose violente, patients qui représentaient un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Il était physiquement séparé du reste de l'hôpital, connecté seulement par un long couloir et sécurisé par de multiples portes d'accès contrôlées. Ils avaient besoin de quelqu'un avec de l'expérience pour occuper le poste en attendant de trouver un remplaçant permanent. On m'a offert le double de mon salaire habituel pour travailler là temporairement. Avec ma fille sur le point d'entrer à l'université, l'argent supplémentaire était difficile à refuser. J'ai accepté, pensant que ce ne serait que quelques mois. Mon premier jour au pavillon 3 était un lundi. L'infirmière qui m'a formé, Carmen, avait 20 ans d'expérience en psychiatrie. Elle était sérieuse, professionnelle, mais j'ai remarqué quelque chose dans ses yeux quand elle me montrait les installations, quelque chose ressemblant à une peur à peine contenue. Le pavillon avait 30 patients répartis dans des chambres individuelles sur 2 étages. Le personnel comprenait 6 infirmières, 3 psychiatres, 2 travailleurs sociaux et du personnel de sécurité 24 heures sur 24.
Tout était conçu pour une sécurité maximale. Portes renforcées, fenêtres incassables, caméras dans chaque couloir. Il y a des règles spécifiques ici, me dit Carmen alors que nous marchions dans le couloir principal. Sa voix était basse, presque un murmure, bien qu'il n'y ait personne à proximité. Des règles qui ne figurent pas dans le manuel officiel, mais que tu dois suivre. Quel genre de règles ? Demandai-je, ressentant un léger frisson. Tout d'abord, dit-elle, s'arrêtant pour me regarder droit dans les yeux, n'entre jamais seul dans la chambre 307. Toujours avec au moins un autre membre du personnel, de préférence deux. Deuxièmement, si un patient te dit qu'il voit des choses au 3e étage, ne le rejette pas immédiatement comme une hallucination. Rapportez exactement ce qu'il a dit. Et troisièmement, elle fit une pause, comme si elle décidait combien révéler. Si tu entends chanter à 3 heures du matin, ne cherche pas à enquêter. Reste à la station des infirmières jusqu'à ce que ça s'arrête. Chanter ? Répétai-je, sentant que c'était plus étrange que ce à quoi je m'attendais. Carmen hocha lentement la tête. Tu comprendras bientôt. Juste. Suis les règles, Patricia. Elles rendent cet endroit gérable. Je n'eus pas l'occasion de poser plus de questions car nous arrivâmes à la station des infirmières, où le reste de l'équipe m'attendait pour faire ma connaissance. Les premiers jours ont été intenses, mais pas inhabituels. Les patients du pavillon 3 étaient effectivement plus difficiles que ceux avec lesquels j'avais travaillé auparavant. Certains étaient dans un état catatonique. D'autres étaient agressifs, nécessitant une contention physique occasionnelle. Plusieurs parlaient à des personnes qui n'existaient pas, répondant à des voix que seuls eux entendaient. Tout cela était dans les paramètres attendus pour un pavillon psychiatrique de haute sécurité, jusqu'à la 4e nuit. Je travaillais le quart de nuit, de 10 heures du soir à 6 heures du matin. L'hôpital était toujours plus calme la nuit. La plupart des patients dormaient grâce à la médication. Le personnel se réduisait à 2 infirmières, un médecin de garde et 2 agents de sécurité. J'étais à la station des infirmières au 2e étage, en train de vérifier les dossiers des patients et de me familiariser avec leurs antécédents. Il était 2h30 du matin. Ma collègue, une jeune infirmière nommée Sophia, était allée au 1er étage faire ses rondes. Puis je l'ai entendue chanter. C'était une voix féminine, douce mais claire, chantant une mélodie que je ne reconnaissais pas. Les mots n'étaient pas en espagnol. En fait, ils n'étaient dans aucune langue que je pouvais identifier, mais il y avait quelque chose dans la mélodie qui me donnait des frissons. C'était à la fois beau et terrible. Je me suis rappelé l'avertissement de Carmen. Si tu entends chanter à 3 heures du matin, ne cherche pas à enquêter. Mais il n'était pas encore 3 heures. Il était 2h30. La règle s'appliquait-elle? Ou cette demi-heure faisait-elle une différence? J'ai regardé les caméras de sécurité. Il y avait des moniteurs montrant chaque couloir, chaque zone commune. J'ai vérifié tous les angles du 2e étage. Il n'y avait personne dans les couloirs. Tous les patients étaient dans leur chambre. Mais le chant continuait. Plus fort maintenant. J'ai pris ma lampe de poche et je suis sorti de la station, suivant le son. Il venait du bout du couloir, où se trouvait la chambre 307. La chambre dont Carmen m'avait spécifiquement averti. Je me suis arrêté devant la porte. Le chant était définitivement plus fort ici. Et maintenant, je pouvais entendre que ce n'était pas une seule voix. C'était plusieurs voix, toutes chantant en une harmonie impossible. J'ai regardé par la petite fenêtre d'observation dans la porte. La chambre était sombre sauf pour la lumière d'urgence au plafond. Je pouvais voir le lit, et dessus, une silhouette assise. Le patient de la 307 était un homme nommé Eduardo Salinas, 62 ans, diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïde. Il était à l'hôpital depuis 8 ans. Selon son dossier, il parlait rarement et ne causait jamais de problème. Il restait simplement assis dans sa chambre, regardant le mur, jour après jour. Mais maintenant, il était assis sur son lit, regardant directement vers la porte, vers moi. Et bien que ses lèvres ne bougeaient pas, le chant semblait venir de sa chambre. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, pas au sens figuré. Ils brillaient littéralement d'une lumière douce et verdâtre. Je reculai de la porte, le cœur battant violemment. Je retournai rapidement à la station des infirmières. Le chant s'arrêta au moment où je suis entré. Sophia revint quelques minutes plus tard. « Ça va ?» demanda-t-elle, voyant probablement mon expression. « Tu as entendu quelque chose tout à l'heure ?» demandai-je. « Un chant ?» Son visage devint sérieux. « Quelle heure était-il ? 2h30 ? 2h40 peut-être. »« Ça commence plus tôt » murmura-t-elle. «
plus pour elle-même que pour moi. Avant, c'était juste à 3 heures précises. Qu'est-ce qui commence plus tôt? Qu'est-ce que c'est, Sofia? Ella soupira et s'assit. Personne ne sait exactement. Cela dure depuis environ 5 ans, depuis qu'Eduardo a été transféré au 307. Le chant, les voix. Parfois, ce ne sont qu'une ou 2 voix. D'autres fois, comme ce soir apparemment, ce sont beaucoup. Et personne n'a enquêté correctement sur cela. Demandai-je, ressentant un mélange de frustration et de peur. Oh, ils ont essayé. Des psychiatres, des neurologues, ils ont même amené un expert en phénomènes acoustiques pensant que c'était quelque chose de structurel dans le bâtiment. Personne n'a trouvé d'explication. Les enregistrements ne capturent jamais le son. Seules les personnes qui sont physiquement présentes l'entendent. C'est impossible. Oui, acquiesça Sofia. Ça devrait l'être, mais nous y sommes. Je n'ai pas bien dormi les jours suivants. Chaque nuit de travail, j'attendais d'entendre à nouveau le chant. Et je l'entendais, toujours entre 2h30 et 3h du matin. Parfois, cela ne durait que quelques minutes, d'autres fois, jusqu'à une demi-heure. J'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai examiné l'historique d'Eduardo Salinas de manière approfondie. Il avait été professeur d'histoire avant son premier épisode psychotique à 50 ans. Sa femme était morte dans un accident de la route 2 ans avant son admission à l'hôpital. Il n'avait pas d'autres membres de la famille connus. Ses notes médicales étaient incohérentes, délirant, paranoïaque. Il ne réagissait pas bien au traitement. Il parlait occasionnellement de « ceux qui attendent » et le cœur des oubliés, mais les psychiatres l'avaient écarté comme une symptomatologie typique de son état. J'ai décidé de lui parler directement. C'était contre les règles de Carmen, mais j'avais besoin de comprendre. Je suis allé un après-midi, avec Sofia m'accompagnant en tant qu'observatrice. Eduardo était assis dans sa chaise habituelle, regardant le mur blanc. Il n'a pas réagi lorsque nous sommes entrés. « Eduardo, dis-je doucement, m'approchant lentement. J'aimerais parler avec toi si tu es d'accord. » Rien. Ses yeux restaient fixés sur le mur. « J'ai entendu le chant, continuai-je. La nuit, les voix. Peux-tu me dire ce que c'est ?» Cela a capté son attention. Lentement, très lentement, il a tourné sa tête pour me regarder. Ses yeux, qui pendant la journée étaient de couleur marron normale, semblaient contenir des profondeurs qui ne devaient pas exister. « Vous êtes nouvelle, dit-il. Sa voix était rauque par manque d'usage, mais claire. Et curieuse, c'est dangereux ici. Je veux juste comprendre. Personne ne veut vraiment comprendre, dit Eduardo. Ils disent qu'ils le veulent, mais quand ils commencent à comprendre, ils fuient, comme l'infirmière précédente. Comme tant d'autres. Je ne vais pas fuir, je suis infirmière, j'ai vu des choses difficiles. Un sourire triste traversa son visage. Tu n'as rien vu comme ça. Personne ne l'a vu, mais tout le monde l'entend finalement. Ceux qui prêtent attention. Qu'est-ce que nous entendons, Eduardo? Il regarda par la fenêtre de sa chambre, vers le ciel qui s'assombrissait. Ce sont les oubliés, les personnes qui sont mortes ici, dans cet hôpital, quand c'était différent, quand les traitements étaient moins humains. Leurs voix sont restées piégées dans les murs, dans l'air même. Et moi, il toucha sa poitrine. Je peux les entendre, toujours. Pendant la journée, ce sont des chuchotements. Mais la nuit, quand tout est calme, ils chantent. Ils chantent parce qu'ils veulent être rappelés. Eduardo, tu sais que ce n'est pas possible d'un point de vue médical. Bien sûr que je le sais, dit-il avec un rire amer. J'étais professeur. Je suis un homme de raison, ou je l'étais. Mais la raison n'explique pas ce qui se passe ici. La raison n'explique pas pourquoi je peux voir leurs ombres se déplacer dans les couloirs. Pourquoi parfois je sens leurs mains me toucher. Pourquoi leur voix me raconte des histoires de souffrance que je vérifie ensuite comme étant vraies lorsque je consulte les anciens dossiers de l'hôpital. Je restais silencieux. Une partie de moi voulait tout rejeter comme un délire. Mais une autre partie, celle qui avait entendu ces voix impossibles, se demandait s'il y avait quelque chose de plus. Pourquoi la chambre 307 spécifiquement? Demandai-je. Eduardo m'a regardé pendant un long moment avant de répondre. Cette pièce était autrefois la salle de thérapie par électrochoc. Avant que les réglementations ne changent, avant qu'ils ne sachent combien de dégâts ils pouvaient causer. Des dizaines de personnes sont passées par ici. Certains se sont améliorés, beaucoup ont empiré. Certains sont morts, leurs échos demeurent. Sofia m'a touché le bras. Nous devrions partir. Mais j'avais une question de plus. Pourquoi toi, Eduardo?
Pourquoi peux-tu les entendre? Parce que je suis aussi brisé, a-t-il simplement dit. Mon esprit est fracturé de manière que la médecine ne comprend pas complètement. Et dans ces fractures, je peux percevoir des choses que d'autres ne peuvent pas. Ce n'est pas un don, c'est une malédiction. Mais c'est réel, infirmière Patricia. Aussi réel que vous debout devant moi. Nous sommes sortis de la pièce en silence. Sophia n'a pas parlé jusqu'à ce que nous soyons de retour à la station. Tu n'aurais pas dû l'encourager, a-t-elle dit. Maintenant, il sait que tu écoutes. Cela change les choses. Ça change comment? Tu verras, il avait raison. Cette nuit-là, pendant mon service, le chant a commencé plus tôt que jamais, à 2 heures précises, et c'était plus fort, plus insistant. Ce n'était pas seulement une mélodie incompréhensible. Je pouvais maintenant distinguer des mots occasionnels. Je ne les comprenais pas, mais ce étaient définitivement des mots. Et puis quelque chose de nouveau s'est produit. Alors que j'étais à la station en train de vérifier des médicaments, l'une des ombres dans le couloir s'est déplacée. Pas une ombre projetée par quelque chose de physique, une ombre indépendante. Elle glissait le long du mur comme si elle était liquide, se déplaçant à l'encontre de la direction des lumières. Je suis resté figé, à l'observer. L'ombre s'est arrêtée devant la fenêtre de la station et a pris forme. La silhouette d'une personne. Sans trait, sans détail. Juste la forme sombre d'un être humain. Elle a levé ce qui semblait être un bras et a pointé vers le bout du couloir, vers la chambre 307. Puis elle s'est estompée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre au-dessus du bourdonnement des lumières fluorescentes. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait quelque chose qui était probablement stupide. J'ai recherché l'histoire de l'hôpital. L'hôpital San Rafael avait été fondé en 1953. Mais le bâtiment était plus ancien, à l'origine un sanatorium pour la tuberculose dans les années 30. Lorsque la tuberculose a cessé d'être l'épidémie qu'elle était, le bâtiment a été converti en hôpital psychiatrique. J'ai trouvé des articles de journaux numérisés. Dans les années 50 et 60, avant que les lois sur la santé mentale ne changent, les traitements étaient brutaux. Électrochoc, sans anesthésie, lobotomie, isolement prolongé, contention physique extrême. Il y avait des rapports de décès, pas officiels, mais enterrés dans des notes de bas de page et des articles de recherche académique. Des patients qui ont succombé à des complications du traitement, des suicides, des accidents. Le pavillon 3 avait été la zone de traitement la plus agressive, et la chambre 307 avait été, en effet, où les procédures d'électrochoc étaient réalisées. Eduardo ne délirait pas sur l'histoire, il se souvenait de faits vérifiables. Mais cela n'expliquait pas les voix, cela n'expliquait pas les ombres. À moins que... Je ne voulais pas compléter cette pensée. Je ne voulais pas envisager que peut-être, juste peut-être, Eduardo n'était pas en train d'expérimenter des hallucinations, que peut-être il percevait quelque chose de réel que le reste d'entre nous ne pouvait normalement pas. Les jours suivants devenaient de plus en plus étranges. D'autres patients du pavillon 3 ont commencé à agir différemment, plus agités, plus conscients, comme si quelque chose s'était réveillé dans le bâtiment. Une patiente, une femme atteinte de démence sévère, qui n'était normalement pas verbale, a commencé à décrire en détail des procédures médicales des années 60, des procédures qu'elle ne devrait pas connaître. Lorsque j'ai vérifié son dossier, j'ai confirmé qu'elle était née en 1985. Il n'y avait aucun moyen qu'elle ait une connaissance directe de ces pratiques. Un autre patient jeune, atteint de schizophrénie, a dessiné une carte détaillée de l'hôpital tel qu'il était en 1960, y compris des chambres et des couloirs qui avaient été rénovés des décennies auparavant. La carte était exacte selon les plans architecturaux anciens que j'ai trouvés dans les archives de l'hôpital. Quelque chose se passait, quelque chose au-delà de la maladie mentale individuelle. J'ai parlé avec le docteur Ramirez, le psychiatre principal du pavillon. C'était un homme dans la cinquantaine, brillant, avec des décennies d'expérience. Vous remarquez les motifs, a-t-il dit lorsque je lui ai présenté mes observations. Il ne semblait pas surpris. Vous savez à ce sujet, ai-je demandé, ressentant de la frustration. Pourquoi personne ne m'a dit? Parce que vous le dire aurait semblé fou, a-t-il répondu, et parce que nous voulions voir si vous le perceviez indépendamment. Comme validation. Validation de quoi? Le docteur Ramirez s'est penché en arrière dans sa chaise. Patricia, je vais partager quelque chose qui n'est dans aucun registre officiel. Il y a 10 ans, j'ai engagé une équipe de chercheurs paranormaux.
Pas en tant que croyant, mais en tant que scientifique sceptique qui voulait écarter toutes les possibilités. Ils ont apporté un équipement spécialisé, détecteur de champs électromagnétiques, caméra thermique, enregistreur spécialisé. Et ils ont trouvé des anomalies, beaucoup, concentrées spécifiquement dans le pavillon 3, particulièrement autour de la chambre 307. Des champs électromagnétiques fluctuants, sans source apparente. Des variations de température allant jusqu'à 10 degrés sur des espaces de quelques mètres. Et dans les enregistrements audio, il fit une pause. Ils ont capté des choses, pas les voix chantantes, celles-là ne s'enregistrent jamais, mais d'autres sons, des cris, des pleurs, des supplications, tout dans la gamme à peine audible, mais présent. Je sentis ma peau se hérisser. Quelle explication ont-ils donné? Ils n'ont pas pu. Les chercheurs avaient des hypothèses sur des résidus énergétiques, la mémoire du lieu, le traumatisme imprimé dans l'espace même. Mais ce n'était que des spéculations. La réalité est que nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons juste que cela existe. Pourquoi l'hôpital ne ferme-t-il pas le pavillon 3? Parce qu'il remplit fonctionnellement son but, dit-il. Les patients ici sont traités efficacement pour leurs véritables problèmes mentaux. Et honnêtement, où iraient-ils d'autres? La santé mentale est déjà si sous-financée, nous ne pouvons pas fermer des lits parce qu'il y a des phénomènes inexplicables. C'est moralement discutable. Oui, acquiesça-t-il. C'est le cas. C'est pourquoi tant de membres du personnel démissionnent finalement. Le fardeau de savoir est trop lourd. Cette nuit-là, j'ai décidé que je devais confronter directement ce qui se passait. J'avais évité la chambre 307, sauf lorsque c'était absolument nécessaire, toujours en compagnie. Mais je sentais que si je voulais vraiment comprendre, je devais affronter cela seul. C'était une décision terrible, je le sais maintenant. Mais à ce moment-là, je pensais que c'était nécessaire. J'ai attendu jusqu'à 3 heures du matin, l'heure où le chant était le plus fort. Sophia faisait des rondes au premier étage. Le garde de sécurité était en pause. J'étais seul au 2e étage. Le chant a commencé exactement à 3 heures. Plusieurs voix, toutes dans cette étrange et belle harmonie. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai saisi ma lampe de poche et j'ai marché vers la 307. La porte n'était pas verrouillée de l'intérieur, ce qui était inhabituel. Je l'ai ouverte lentement. Eduardo était assis sur son lit, mais il n'était pas seul. Les ombres qu'il avait vues dans les couloirs étaient là, des dizaines d'entre elles, remplissant la chambre. Certaines avaient des formes presque humaines, d'autres n'étaient que des ténèbres qui se déplaçaient, et toutes chantaient. Eduardo m'a regardé quand je suis entré. « Je t'avais prévenu, dit-il, mais sa voix était douce, pas accusatrice. Que sont-elles? Ai-je chuchoté. Les oubliés, répéta-t-il, ceux qui ont souffert ici, ceux qui sont morts ici, ils ne peuvent pas partir. Ils sont liés à cet endroit par le traumatisme, par la douleur, par le fait que personne ne se souvient d'eux. » Une des ombres se sépara du groupe et s'approcha de moi. Je ressentis un froid intense lorsqu'elle s'approcha. Et alors, pendant un bref moment, l'ombre prit une forme définie. Une jeune femme, peut-être 25 ans, avec des cheveux courts et des yeux tristes. « Aide-nous » murmura-t-elle directement dans mon esprit, pas avec une voix audible. « Souviens-toi de nous » Les autres ombres répétèrent la supplication. « Souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, souviens-toi de nous. » Je reculai, accablé. Le chant devint plus intense, presque douloureux. Les ombres tourbillonnaient autour de la pièce, toutes cherchant de l'attention, toutes suppliant d'être vues, d'être rappelées. « Arrêtez !» criai-je, me bouchant les oreilles. Et elles s'arrêtèrent, instantanément. Le chant cessa. Les ombres restèrent immobiles. Eduardo me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Maintenant tu sais, maintenant tu as vraiment vu et entendu, tu ne peux plus ne pas le savoir. » Je sortis de la chambre en titubant. Je retournai à la station et m'assis, tremblant. Sophia me trouva là quelques minutes plus tard. « Tu es entré ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. J'acquiesçais, incapable de parler. « Alors il est temps que tu décides, » dit-elle. « Tu peux rester et vivre avec cette connaissance, ou tu peux partir, comme tous les autres le font finalement. » J'essayais de rester. Je l'ai vraiment essayé. Pendant les 2 semaines suivantes, je continuais à travailler, mais chaque service devenait plus difficile. Les ombres ne se limitaient le plus à la chambre 307.
Je les voyais dans tous les couloirs du pavillon 3, dans les coins, dans les reflets, observant. Et le chant ne se limitait plus à 3 heures du matin. Je l'entendais tout le temps, un murmure constant au fond de ma conscience. J'ai commencé à avoir des cauchemars. Des rêves où j'étais une patiente dans les années 50, soumise à des traitements brutaux, mourant seule et oubliée. Je me réveillais en criant. Ma famille a remarqué le changement. Mon mari était inquiet. Ma fille me demandait constamment si j'allais bien. Finalement, après un mois exact dans le pavillon 3, j'ai pris ma décision. J'ai écrit ma lettre de démission. Je n'ai pas donné d'explication élaborée. J'ai juste dit que c'était pour des raisons personnelles. Le docteur Ramirez l'a accepté sans surprise. Je comprends, a-t-il dit. Prenez soin de vous, Patricia, et peut-être trouverez-vous un moyen de vous souvenir d'eux. Les oublier, cela semble être la seule chose qu'ils recherchent. J'ai quitté l'hôpital San Rafael en novembre 2021. J'ai complètement changé de domaine. Maintenant, je travaille dans l'administration de la santé, sans contact direct avec les patients. Mais je n'ai pas oublié, et j'ai fait ce que le docteur Ramirez a suggéré. J'ai enquêté, j'ai trouvé des noms, des patients qui sont morts à l'hôpital San Rafael entre 1953 et 1975. Pas tous, les dossiers sont incomplets, mais j'en ai trouvé quelques-uns. Teresa Morales, 1957. Manuel Soto, 1962. Carmen Ruiz, 1965. Des dizaines d'autres. Je les ai écrits. J'ai créé une liste. Et à l'anniversaire de mon départ de l'hôpital, je suis allé au cimetière où beaucoup ont été enterrés dans des tombes sans marque. J'ai laissé des fleurs. J'ai dit leur nom à voix haute. Je ne sais pas si cela a fait une différence. Je ne suis pas retourné à l'hôpital pour vérifier. Mais j'aime penser que peut-être, juste peut-être, cela a aidé. Être rappelé, même par une seule personne, peut apporter un peu de paix. C'est mon histoire. La raison pour laquelle j'ai quitté une carrière que j'aimais. La raison pour laquelle je ne travaille plus en psychiatrie malgré 15 ans d'expérience. Parce que j'ai appris qu'il y a des choses que la médecine ne peut pas expliquer. Des choses qui existent dans les espaces entre la raison et la folie. Et parfois, juste parfois, ce que nous appelons folie est simplement percevoir des choses que les autres ne peuvent pas. Eduardo Salinas est toujours dans la chambre 307. J'ai vérifié récemment. Toujours là, toujours malade, selon ses dossiers médicaux. Mais je sais la vérité. Il n'est pas fou. Il est juste maudit avec la capacité de voir et d'entendre ce que le reste d'entre nous ignore. Les oubliés continuent de chanter. Et maintenant, même si je ne travaille plus là-bas, je les entends encore parfois dans le silence de la nuit, me rappelant qu'ils ont existé, qu'ils ont souffert, qu'ils méritent d'être plus que des ombres dans un bâtiment oublié. Et ainsi se termine ce que Patricia a partagé avec moi. Elle a laissé son numéro d'identification d'infirmière et toute la documentation prouvant qu'elle a travaillé là-bas. Au cas où quelqu'un douterait de la véracité de son témoignage, l'hôpital San Rafael est toujours en activité et le pavillon 3 est toujours ouvert. Si vous avez travaillé en santé mentale et avez vécu quelque chose de similaire, ou si vous souhaitez simplement partager votre avis sur cette histoire, laissez-le dans les commentaires. J'ai reçu ce témoignage d'une abonnée nommée Valeria, qui vit à Medellín, en Colombie. Ce qu'elle m'a raconté sur les premiers mois de vie de sa fille m'a profondément troublé, car cela ressemble exactement à quelque chose qui pourrait arriver à n'importe quelle jeune famille. Si vous êtes père ou mère et que vous avez remarqué des choses étranges sur le moniteur de votre bébé, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer facilement, laissez un commentaire. Avant de commencer, si ces histoires vous captivent et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions de nouvelles histoires chaque semaine. Voici maintenant l'histoire de Valeria et ce qu'elle a découvert en visitant la chambre de sa fille chaque nuit. Je m'appelle Valeria, j'ai 31 ans, et je dois raconter cela parce que je le garde depuis 2 ans, et je sens que cela me consume de l'intérieur. Mon mari Andrés et moi n'en parlons pas. Nous faisons simplement semblant que cela n'est jamais arrivé, mais ça a eu lieu. Et si je ne le raconte pas, je pense que je vais devenir folle. Tout a commencé en mars 2022. Notre fille Emma venait de naître. C'était notre premier bébé et comme tout parent débutant, nous avions peur de faire une erreur.
Nous avons lu tous les livres, pris tous les cours, acheté tout ce que l'on disait nécessaire. Une de ces choses était un moniteur pour bébé de dernière génération. Ce n'était pas un de ces anciens moniteurs qui ne transmettent que le son. Celui-ci avait une caméra haute définition, vision nocturne, capteur de température, détecteur de mouvement, et vous pouviez le voir depuis votre téléphone via une application. Il a coûté près d'1 million de pesos, mais nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour Emma. Nous avons installé la caméra dans le coin de sa chambre, pointant directement vers son berceau. L'image était cristalline, même dans l'obscurité totale. On pouvait voir chaque détail, son petit visage, ses petites mains, et même compter ses respirations. Les premières semaines ont été épuisantes, comme c'est le cas pour tout nouveau parent. Emma pleurait toutes les 2 ou 3 heures. Elle avait besoin d'être nourrie, changée, consolée. Andrés et moi prenions le relais. Il travaillait pendant la journée, donc je m'occupais principalement des nuits. Je vérifiais constamment le moniteur, même quand elle dormait, juste pour m'assurer qu'elle allait bien, qu'elle respirait, qu'elle était en sécurité. Mais vers la 3e semaine, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. L'application du moniteur avait une fonction d'enregistrement. Elle enregistrait des clips vidéo chaque fois qu'elle détectait du mouvement ou du son. Je regardais ces clips chaque matin, juste pour voir comment Emma avait dormi pendant les périodes où moi aussi je dormais. Une matinée, en revoyant les clips de la veille, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter. Il était 3h17 du matin. Emma dormait dans son berceau. Tout était normal. Mais dans le coin de la vidéo, près de la porte de la chambre, il y avait une ombre. Ce n'était pas une ombre normale causée par la lumière nocturne ou par des objets dans la pièce. C'était une ombre avec une forme. La forme d'une personne debout. J'ai mis la vidéo en pause et agrandi l'image. La qualité est un peu pixelisée, mais cela ressemblait définitivement à la silhouette de quelqu'un. Grand, mince, debout, complètement immobile, près de la porte. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'Andrés. Peut-être était-il entré pour vérifier Emma et je ne l'avais pas entendu. Amour, tu es entré dans la chambre d'Emma hier soir vers 3h? Lui ai-je demandé pendant le petit déjeuner. Non, j'ai dormi toute la nuit. C'était l'une des rares nuits où Emma n'a pas pleuré. Pourquoi? Je pense que le moniteur a capté quelque chose d'étrange. Probablement juste une ombre étrange ou un reflet. Andrés a vérifié la vidéo. C'est rare, admis, mais c'est probablement simplement la façon dont la lumière nocturne projette des ombres. Ou peut-être que le capteur de la caméra a mal capté quelque chose. Ces caméras ont parfois des défauts. Cela avait du sens. J'ai décidé de ne pas m'inquiéter. Mais l'ombre est réapparue la nuit suivante. Même endroit, même heure. 3h17 du matin. Et la nuit d'après, et celle d'encore après. Chaque nuit, à exactement 3h17 du matin, l'ombre apparaissait dans le coin de la vidéo. Toujours au même endroit. Toujours avec la même forme. Toujours complètement immobile. Emma ne semblait jamais perturbée par cela. Elle dormait paisiblement. Elle ne pleurait pas. Elle ne bougeait pas. Elle dormait simplement pendant que cette ombre était là. Après une semaine à voir cela toutes les nuits, j'ai montré à Andrés tous les clips. Regarde, ce n'est pas juste une nuit, c'est toutes les nuits, exactement à la même heure. Comment expliques-tu cela? Andrés fronça les sourcils. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans la pièce qui bouge avec l'air du ventilateur à cette heure-là. Ou peut-être que c'est un défaut du logiciel qui insère la même anomalie à la même heure. Nous devrions contacter le fabricant. Mais je savais que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de différent dans cette ombre. La façon dont elle apparaissait si parfaitement formée. La façon dont elle semblait regarder directement le berceau. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé et de surveiller le moniteur en temps réel. Je voulais voir si l'ombre apparaissait quand je regardais activement, pas seulement dans les enregistrements. Je me suis assise sur mon lit, le téléphone à la main, regardant la transmission en direct du moniteur. Andrés dormait à mes côtés. Il était 3h du matin, 3h10. Emma dormait paisiblement. La chambre était vide à l'exception d'elle. 3h15. Tout était pareil. J'ai commencé à penser que peut-être Andrés avait raison. Peut-être que c'était juste un problème de logiciel qui n'affectait que les enregistrements. 3h17. L'ombre est apparue.
pas progressivement. Elle ne s'est pas formée lentement, elle était simplement là soudainement. Une seconde, le coin était vide, la suivante, une silhouette sombre se tenait là. Mon cœur a commencé à battre sauvagement. J'ai regardé l'écran avec de grands yeux. La silhouette ne bougeait pas. Elle était juste là, debout, comme une statue sombre. Et alors, elle a fait quelque chose qui a glacé mon sang. La silhouette a tourné sa tête, lentement, et a regardé directement la caméra. Elle n'avait pas de visage. Elle n'avait pas de traits. C'était juste une silhouette sombre. Mais d'une manière impossible à expliquer, j'ai su qu'elle me regardait, à travers la caméra, à travers le téléphone, directement vers moi. J'ai poussé un cri étouffé et j'ai laissé tomber le téléphone. Andrés s'est réveillé immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre, je l'ai vue. Elle regardait. Je ne pouvais pas former de phrase cohérente. Andrés a saisi mon téléphone par terre. L'écran affichait le moniteur. Le coin était vide. L'ombre était partie. Emma dormait toujours. Valeria, il n'y a rien là-bas. J'étais là. Je l'ai vue. Elle m'a regardé. Tu es épuisé. Tu n'as pas bien dormi depuis des semaines. Ton esprit te joue des tours. Peut-être avait-elle raison. Peut-être étais-je tellement épuisé que je hallucinais. Mais ce que j'ai vu semblait si réel, si terriblement réel. Le lendemain matin, j'ai vérifié l'enregistrement de cette nuit-là. L'ombre apparaissait à 3h17, comme toujours. Mais sur l'enregistrement, elle ne tournait pas la tête. Elle était simplement là, immobile, pendant environ 2 minutes avant de disparaître. Avais-je imaginé qu'elle m'avait regardé? Ou l'enregistrement n'a-t-il pas capturé ce moment? Je ne le savais pas. Mais j'ai décidé de faire quelque chose. Cette nuit-là, à 3h15 du matin, je suis entré physiquement dans la chambre d'Emma. S'il y avait quelque chose là-bas, je le verrais de mes propres yeux. Je me suis tenu près du berceau, regardant Emma dormir. Mon téléphone était dans ma main, affichant la transmission en direct du moniteur. Je pouvais me voir moi-même à l'écran, debout à côté du berceau. 3h17 du matin. J'ai ressenti un changement dans la pièce. La température a chuté, pas progressivement mais soudainement, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en plein hiver. Je pouvais voir mon souffle, et alors je l'ai senti, une présence, juste derrière moi. Chaque instinct me criait de ne pas regarder, de sortir en courant de la pièce. Mais je devais savoir, je devais voir. Je me suis tourné lentement. Il n'y avait personne là. La pièce était vide, juste moi et Emma. Mais j'ai regardé mon téléphone, la diffusion en direct du moniteur. Sur l'écran, il y avait quelqu'un debout derrière moi. Une silhouette haute, sombre, sans trait défini. Debout à moins d'1 mètre de mon dos. Si près que je devrais pouvoir sentir sa respiration. Mais quand je regardais la pièce réelle de mes propres yeux, il n'y avait rien. Elle n'existait que dans la caméra. Je suis sorti de la pièce en marchant en arrière, sans détourner le regard de l'espace vide derrière moi. Quand j'ai franchi le seuil de la porte, la température est instantanément revenue à la normale. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle, tremblant. J'ai regardé mon téléphone. Sur l'écran du moniteur, la silhouette était toujours dans la chambre d'Emma. Elle était maintenant debout, juste à côté du berceau, regardant mon bébé endormi en bas. J'ai brusquement ouvert la porte et allumé la lumière de la pièce. Emma se réveilla immédiatement, clignant des yeux à cause de la lumière soudaine. Elle commence à pleurer, mais la pièce était vide. Quand j'ai regardé le moniteur, la silhouette avait disparu. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain matin, j'ai appelé un prêtre. Le père Miguel est venu à la maison cet après-midi-là. C'était un homme âgé, d'environ 60 ans, qui avait été prêtre dans notre paroisse pendant des décennies. Je lui ai tout raconté. J'espérais qu'il penserait que j'étais folle, mais il ne l'a pas fait. « Tu n'es pas la première personne à me raconter quelque chose comme ça, » dit-il sérieusement. Les moniteurs pour bébés modernes, les caméras de sécurité, captent parfois des choses qui existent sur des fréquences que nos yeux ne peuvent pas voir normalement, mais que les caméras peuvent. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Essaie-t-elle de faire du mal à mon bébé? Je ne suis pas sûr, mais je vais bénir ta maison, en particulier la chambre de ta fille, et je vais te donner quelque chose. Il m'a remis un petit chapelet. Accroche ceci au berceau d'Emma, et prie, tous les jours, pour la protection. Le père Miguel bénit toute la maison,
en prêtant une attention particulière à la chambre d'Emma. Il aspergea de l'eau bénite dans chaque coin, récita des prières en latin, et plaça une petite médaille de Saint-Michel au-dessus du berceau. Maintenant, il y a autre chose que tu dois faire, dit-il. Cette caméra, tu dois la déplacer. La déplacer? Pourquoi? Parce que je pense qu'elle ne capte pas quelque chose qui est là. Je crois qu'elle sert de portail, comme une fenêtre, permettant à quelque chose de regarder à l'intérieur. Et plus tu regardes, plus la connexion devient forte. Mais j'ai besoin du moniteur. Comment saurais-je si Emma va bien? Utilise uniquement l'audio, ou procure-toi un autre moniteur, plus simple. Mais cette caméra spécifique, à cet endroit précis, crée une porte, et quelque chose l'utilise. Je ne voulais pas le croire. Cela semblait trop absurde, trop surnaturel. Mais cette nuit-là, j'ai suivi son conseil. J'ai débranché le moniteur avec la caméra et je l'ai rangé dans un placard. J'ai acheté un moniteur audio simple dans une pharmacie voisine. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi sans voir d'ombre sur aucun écran. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours plus tard, je nettoyais et j'ai décidé de vérifier le moniteur débranché que j'avais rangé. Je voulais voir si je pouvais peut-être le vendre ou le rendre. Je l'ai sorti du placard et, par curiosité, je l'ai branché. L'application sur mon téléphone s'est connectée automatiquement. La caméra était toujours à l'endroit où je l'avais laissée, pointant vers le coin du placard. Elle ne montrait que des vêtements suspendus et des boîtes. Mais l'application indiquait qu'il y avait de nouvelles enregistrements. Des 3 dernières nuits, même étant débranché. Les mains tremblantes, j'ai ouvert les enregistrements. Chacun montrait la même chose, une obscurité totale, comme si la caméra était dans un endroit complètement noir. Mais on pouvait entendre du son, une respiration lourde, et de temps en temps, une voix, murmurant si bas qu'on pouvait à peine l'entendre. J'ai augmenté le volume autant que possible, et j'ai approché mon oreille du téléphone. La voix chuchotait. « Laisse-moi revenir. Laisse-moi revenir. J'en ai besoin. Laisse-moi revenir. » Encore et encore. Pendant des heures, à chaque enregistrement. J'ai crié et lancé le moniteur contre le mur. Il s'est brisé en morceaux. J'ai pris chaque fragment, les ai mis dans un sac poubelle et les ai jetés dans une benne à ordures publiques à 3 pâtés de maison de chez moi. Je n'ai jamais parlé à Andrés de ces enregistrements finaux. Je lui ai simplement dit que le moniteur était endommagé et qu'il ne valait pas la peine de le réparer. Cela fait 2 ans depuis. Emma a maintenant 2 ans et 3 mois. C'est une fille saine, heureuse, normale. Elle n'utilise jamais sa chambre d'origine. Depuis qu'elle a 4 mois, elle dort dans une pièce différente que nous avons aménagée pour elle. Sa chambre d'origine est fermée. Nous n'y entrons jamais. Officiellement, nous avons dit à la famille que nous l'utilisons comme stockage. Mais en réalité, nous ne pouvons tout simplement pas. Parce qu'encore maintenant, parfois, lorsque je passe devant cette porte fermée tard dans la nuit, je peux entendre quelque chose de l'autre côté. Respiration. Douce. Lourde. Comme quelqu'un attendant patiemment. Et lors des nuits les plus silencieuses, lorsqu'Emma dort profondément dans sa nouvelle chambre et qu'Andrés dort aussi, je jure que je peux entendre cette voix chuchotant derrière la porte fermée. Laisse-moi revenir. J'en ai besoin. Laisse-moi revenir. Je n'utiliserai plus jamais de moniteur avec caméra. Je n'ouvrirai plus jamais cette porte. Et quand Emma sera assez grande, nous déménagerons de cette maison. Parce que j'ai appris quelque chose d'effrayant. Il y a des choses qui existent dans les espaces entre le visible et l'invisible. Et parfois, la technologie que nous créons pour nous sentir plus en sécurité est exactement ce qui leur donne une façon d'entrer. Le père Miguel avait raison. La caméra ne captait pas quelque chose qui était déjà là. Elle invitait quelque chose à entrer. Et une fois que vous donnez une invitation, une fois que vous ouvrez cette porte, même d'une petite fissure, il est presque impossible de la refermer complètement. La seule chose que vous pouvez faire est de vous éloigner. Fermez cette pièce, tenir votre famille à distance, et prier pour que ce que vous avez laissé piéger là-bas ne trouve pas d'autre moyen de sortir. Voici le témoignage de Valeria. Elle m'a dit qu'écrire cela l'a un peu aidée, même si elle vit toujours avec la peur qu'un jour, ils devront faire face à ce qu'ils ont laissé enfermé dans cette pièce. Si vous avez déjà remarqué des choses étranges sur des moniteurs pour bébés, des caméras de sécurité ou tout autre dispositif qui vous permet de voir des espaces à distance, laissez-le dans les commentaires. Parfois, la technologie capte plus que ce que nous voulons voir.
Prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, et à la prochaine histoire. Reposez-vous bien. Je veux commencer cette histoire en te prévenant de quelque chose. Celui qui me l'a envoyé ne croit pas aux fantômes. Ou du moins, il ne croyait pas avant de déménager dans l'immeuble Monte Cristo. Il s'appelle Andrés, il a 41 ans, il travaille comme ingénieur civil. Et il m'a écrit depuis Mexico il y a quelques mois avec un récit que j'ai relu 3 fois avant de décider de le raconter. Si tu écoutes cela et que tu as déjà ressenti qu'un endroit a quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la logique, j'aimerais que tu me le racontes dans les commentaires. C'est exactement ce qu'Andrés a ressenti, et c'est la dernière personne à laquelle je m'attendrai pour dire quelque chose comme ça. Installe-toi confortablement. Ce qui suit s'est produit pendant les 4 mois où Andrés a vécu au 12e étage de cet immeuble, et aucun de nous ne sait avec certitude ce qui habitait là avec lui. Je suis ingénieur. Je le dis dès le début car cela importe pour comprendre avec quel type d'esprit je traite les choses. J'ai passé 5 ans à étudier les structures, le calcul, la résistance des matériaux. Mon travail consiste à visiter des chantiers, à vérifier des chiffres, à identifier des défauts dans des systèmes que d'autres personnes ne voient pas. Je suis, au sens le plus littéral du terme, quelqu'un formé pour trouver des explications rationnelles aux problèmes. Ce qui arrive à un bâtiment a toujours une cause concrète. Mauvais design, matériaux défectueux, erreur de construction, usure du temps. Il n'y a jamais de mystère dans les bâtiments. Il n'y a que des données qui n'ont pas encore été bien lues. Avec cette mentalité, je suis arrivé au Monte Cristo. Je me suis installé là-bas en janvier. Je venais de terminer un long contrat à Guadalajara et j'avais trouvé un nouvel emploi dans la ville. Elena, ma femme, resterait à Guadalajara 3 mois de plus pour régler ses propres affaires avant de me rejoindre. J'avais besoin d'un appartement temporaire, quelque chose de meublé, central, sans complications. Le Monte Cristo remplissait tous ces critères. C'était un bâtiment des années 60 dans la Colonia Narvarte, 15 étages, façade en pierre grise, interphone et une vue décente depuis les étages supérieurs. Le prix était raisonnable pour le quartier, ce qui aurait dû me faire me demander pourquoi, mais je ne me suis pas posé la question. L'appartement était le 12B, 4e étage depuis le haut. Salon, salle à manger, une chambre, petite cuisine et une salle de bain avec des carreaux des années 80 que personne n'avait changé. C'était propre, meublé avec des choses basiques, fonctionnelles. La dame de l'agence m'a remis les clés un mardi après-midi et m'a dit que le monsieur en charge de l'immeuble s'appelait Don Prospero et vivait au rez-de-chaussée, que tout problème que j'avais pouvait le faire sonner à la porte. Elle m'a donné un contrat de 4 mois. J'ai signé. J'ai monté mes valises. Je me suis servi un verre d'eau du robinet et j'ai regardé par la fenêtre du salon sur les toits de la colonie. La première nuit, j'ai bien dormi. La deuxième aussi. La troisième nuit, à 2h15 du matin selon le téléphone que je chargeais sur le bureau, un bruit m'a réveillé. C'était un coup. Sec, unique, provenant du mur de la chambre. Le mur qui donnait sur le couloir extérieur de l'immeuble, pas sur l'appartement voisin. Je suis resté à écouter dans l'obscurité pendant plusieurs minutes. Rien d'autre. Je me suis dit que cela aurait pu être n'importe quoi. Contraction des matériaux à cause du changement de température nocturne, quelque chose qui était tombé dans un autre appartement et avait résonné à travers la structure, l'ascenseur faisant une manœuvre. Les vieux bâtiments parlent, tout ingénieur le sait. Je me suis retourné et je me suis endormi. Plusieurs jours passèrent sans rien. Je commençais à m'installer dans la routine de la nouvelle ville. Bureau tôt, retour tard, dîner solitaire, appel avec Elena avant de dormir. L'appartement était bien, un peu froid la nuit, nettement plus froid que ce que le thermostat justifiait, mais je l'attribuais à l'isolation défectueuse de l'ancien bâtiment. Il y avait des courants d'air que je n'arrivais pas à localiser précisément, ce qui était un peu étrange étant donné que toutes les fenêtres fermaient bien, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui m'empêchait de dormir. J'ai rencontré Don Prospero 1 semaine après mon arrivée. Je l'ai trouvé dans le hall en train de balayer avec une calme qu'il semblait avoir cultivée pendant des décennies. C'était un homme d'environ 70 ans, petit, à la peau cuivrée et aux énormes mains. Il m'a salué d'un signe de tête et m'a demandé si on m'avait donné tout le nécessaire pour l'appartement. Je lui ai répondu que oui. Il m'a demandé s'il y avait un problème. Je lui ai dit qu'il n'y en avait aucun, juste que la chambre devenait assez froide la nuit.
Il a hoché la tête lentement. Il m'a dit « Tout le monde dit la même chose du 12B ». Je lui ai demandé s'il y avait une raison particulière. Il m'a regardé d'une manière difficile à décrire, comme s'il évaluait combien il voulait me dire. Puis il a dit « L'immeuble est vieux, il y a des endroits comme ça ». Et il a continué à balayer. Je n'y ai pas accordé plus d'importance à ce moment-là. Le premier événement qui m'a vraiment fait ressentir quelque chose a été celui du miroir. Il s'était écoulé 3 semaines depuis mon arrivée. C'était un vendredi soir et j'étais rentré tard du travail, épuisé. Je me suis douché, me suis séché, et en sortant de la salle de bain, je suis passé devant le miroir en pied qui se trouvait dans le couloir entre la salle de bain et la chambre. Je me suis vu refléter un instant en passant, et dans cet instant, dans cette fraction de seconde avant de détourner le regard, j'ai vu quelque chose derrière moi dans le reflet. C'était petit, de la hauteur d'un enfant d'environ 8 ou 10 ans. Il était à environ 3 mètres derrière moi, au point où le couloir tournait vers le salon. Et quand j'ai tourné, il n'y avait rien. Je suis resté debout dans ce couloir pendant un temps que je ne savais pas évaluer. Puis je suis allé dans la salle. J'ai vérifié derrière le canapé, derrière les rideaux, sous la table de la salle à manger. Rien. Je suis retourné à la salle de bain et j'ai vérifié là aussi. Rien. Je me suis dit que c'était une illusion d'optique, la fatigue visuelle d'une longue journée, peut-être le reflet de quelque chose dans la fenêtre partiellement ouverte de la salle. Les miroirs et les objets en mouvement créent toutes sortes d'illusions. Je le sais parce qu'il y a des études à ce sujet. Je suis allé me coucher convaincu qu'il n'y avait rien, mais je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. J'ai eu la sensation pendant des heures que quelqu'un se tenait à côté de mon lit. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. C'était juste une pression dans la conscience, comme quand tu sais que quelqu'un te regarde dans un espace public et que tu te retournes pour le confirmer. Cette même certitude, maintenue pendant des heures, sans confirmation et sans repos. Le lendemain, j'ai appelé Elena et je ne lui ai rien dit. Je ne sais pas pourquoi exactement. Je suppose que je ne voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui, dans son premier mois de vie seul, commence déjà à voir des choses dans les miroirs. Au cours de la semaine suivante, 3 petites choses se sont produites que j'ai cataloguées à ce moment-là comme étant sans lien. La première, j'ai trouvé la porte de la chambre fermée en rentrant du travail un mercredi. Je ne fermais jamais cette porte. Il n'y avait aucune raison de le faire, je vivais seul. J'ai essayé de me souvenir si je l'avais fermée le matin sans y penser. Je ne m'en souvenais pas, ni dans un sens ni dans l'autre. La seconde. Mercredi soir, avant de m'endormir, j'ai entendu depuis quelque part dans l'appartement, faible mais parfaitement audible, ce qui ressemblait à une voix d'enfant fredonnant. Pas une mélodie reconnaissable. Juste des notes répétées, irrégulières, comme quelqu'un qui fredonne sans intention. Cela a duré peut-être 30 secondes. Je me suis levé et j'ai parcouru l'appartement. Le son ne s'est pas répété. J'ai vérifié si un voisin aurait pu le produire. L'appartement du dessus était inoccupé selon ce que m'avait dit Don Prospero, et celui du dessous était habité par un couple âgé qui ne faisait jamais de bruit. La troisième. Vendredi, en me préparant le petit déjeuner, j'ai trouvé sur le plan de travail de la cuisine une marque qui n'était pas là la nuit précédente. C'était une empreinte, petite, comme celle d'une main d'enfant, dans la fine poussière qui s'accumule sur les surfaces de cuisine même quand on les nettoie. Les doigts étaient courts et écartés. Je l'ai photographié avec mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je l'ai photographié. Je suppose qu'une partie de moi savait déjà que je voulais garder une trace de quelque chose, même si je ne savais pas encore de quoi il s'agissait. Ce week-end-là, je suis descendu pour parler avec Don Prospero. Je l'ai trouvé dans sa chambre au rez-de-chaussée. Une petite pièce avec une télévision allumée et une odeur de café réchauffé. Je lui ai dit que je voulais lui poser une question sur l'appartement. Il m'a indiqué de m'asseoir. Je lui ai proposé un café. J'ai accepté même si je n'avais pas envie de café. Je lui ai demandé directement s'il s'était passé quelque chose dans le 12B, un problème antérieur, un locataire précédent qui aurait eu des inconvénients. Don Prospero prit sa tasse. Il regarda la télévision éteinte un moment. Puis il me dit « Qu'as-tu vu ?» Je lui décrivis le reflet dans le miroir, le murmure, l'empreinte. Il écouta sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, il hocha la tête comme si rien de ce que je lui avais raconté ne l'étonnait. Il me dit alors que le 12B avait une histoire que l'agence immobilière ne mentionnait pas parce que l'agence immobilière ne le mentionnait jamais dans aucun de ses bâtiments. Qu'il y a 17 ans, un garçon de 9 ans nommé Thomas était mort dans cet appartement.
Pas par violence, précisa Don Prospero avant que je ne pose la question. C'était une maladie. Une de ces maladies rapides qui avancent avant que les médecins ne comprennent ce qu'ils voient. L'enfant avait vécu là avec sa mère, et il avait passé les dernières semaines de sa vie dans cette chambre, dans ce lit, à regarder ce plafond. Je lui ai demandé si la mère était toujours dans l'immeuble. Don Prospero a dit que non. Il a dit que la femme était partie 2 mois après la mort de l'enfant et qu'il n'avait plus jamais eu de nouvelles d'elle. Il a dit que depuis, l'appartement avait connu un fort turnover de locataires. Personne ne restait plus de quelques mois. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit que la plupart disaient que l'appartement leur semblait inconfortable, qu'ils ne se sentaient pas seuls, qu'ils ne dormaient pas bien. Un seul, m'a-t-il dit, avait été plus spécifique. Il avait dit avoir vu un enfant debout dans la cuisine à 3 heures du matin. Ce monsieur est parti le lendemain. Je suis resté silencieux un moment après avoir entendu cela. Puis je lui ai demandé ce que Don Prospero en pensait. S'il croyait qu'il y avait quelque chose dans l'appartement. Il m'a regardé avec ses yeux qui évaluaient déjà combien dire. Et il a dit, « Ce que je pense n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire. » Je suis rentré dans l'appartement et je me suis assis dans le salon avec la lumière allumée bien qu'il fût jour. J'ai analysé tout cela avec la méthodologie que j'utilise pour les problèmes de travail. Faits connus, hypothèses possibles, preuves disponibles. Les faits. Un enfant était mort dans cet appartement. J'avais vu quelque chose dans le miroir, entendu quelque chose, trouvé une empreinte. Hypothèse rationnelle, fatigue, suggestibilité, poussière dans une configuration accidentelle. Hypothèse irrationnelle, l'enfant était toujours là d'une certaine manière. Je ne croyais pas à la seconde hypothèse, mais je ne pouvais pas non plus réfuter complètement ce que j'avais vu et entendu. J'ai décidé de rester. Pour 2 raisons. D'une part, parce que changer d'appartement impliquait une logistique que je n'avais pas le temps de gérer. Et d'autre part, parce que quelque chose en moi, cet instinct d'ingénieur qui a besoin de comprendre les systèmes avant de les abandonner, voulait en savoir plus. Ce qui a suivi dans les jours qui ont suivi a été une escalade graduelle qui, en y repensant, avait une logique que je n'ai pas pu voir sur le moment. D'abord, c'était la température. Le froid nocturne dans la chambre s'est intensifié au point que je ne pouvais plus l'attribuer à l'isolation. J'ai fini par acheter une 2e couette et pourtant je me réveillais à 3 ou 4 heures du matin avec une sensation de froid dans les mains et sur le visage que la couette ne couvrait pas. C'était un froid localisé, comme si une fenêtre était ouverte juste au-dessus de moi, bien qu'il n'y ait pas de fenêtre à cet endroit. Puis, c'était l'odeur. Elle apparaissait et disparaissait sans motif. C'était quelque chose que j'ai mis des jours à identifier. Odeur d'hôpital. Cette odeur spécifique de désinfectant et de plastique est quelque chose d'autre en dessous que l'on associe aux endroits où les gens sont malades. Ce n'était pas fort. C'était à peine perceptible, comme si quelqu'un l'avait apporté là dans ses vêtements il y a longtemps et que les matériaux l'avaient absorbé et la libéraient lentement. J'ai ouvert les fenêtres. L'odeur revenait toujours. Et puis, la 3e nuit, après avoir parlé avec Don Prospero, je l'ai vu. Il était 3h20 du matin. Je m'étais réveillé comme toujours, à cause du froid. J'étais sur le côté, regardant vers la porte de la chambre, qui était entrebâillée. Et dans l'encadrement de cette porte, avec la faible lumière qui entrait du couloir, j'ai vu la silhouette d'un enfant. Il était debout, immobile, les bras collés au corps. Je ne pouvais pas voir ses traits dans l'obscurité. Il était petit, de la taille que Don Prospero avait décrite comme celle d'un enfant de 9 ans. Il ne bougeait pas. Il était juste là. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas déplacé. Je pense que le corps, dans ces situations extrêmes, choisit l'immobilité plutôt que toute autre chose. Je suis resté exactement dans la position où j'étais, regardant cette silhouette, et la silhouette me regardait, ou du moins je le supposais car je ne pouvais pas voir ses yeux. Cela a duré, je dirais, environ 2 minutes. Puis, sans que je fasse quoi que ce soit, sans que rien ne change dans l'environnement, la silhouette n'était plus là. Elle n'a pas disparu de manière dramatique. Elle ne s'est pas évaporée ni déplacée. Un moment, elle était là et le suivant, elle n'était plus là. Comme quand on cesse de voir quelque chose parce que la lumière change légèrement. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube. Le matin, j'ai appelé Elena. Cette fois, je lui ai tout raconté. Je lui ai tout dit, du miroir jusqu'à cette nuit-là. Elle m'a écouté en silence pendant tout le récit. Quand j'ai terminé, elle m'a dit avec un calme que j'ai apprécié. « Andrés, que penses-tu que c'est ?» Je lui ai dit que je ne savais pas. Elle a dit « Penses-tu qu'elle veut te faire du mal ?» J'y ai réfléchi.
J'ai répondu que non, que je n'avais pas eu cette sensation à aucun moment, que c'était plutôt une présence, quelque chose qui était là et savait que j'étais là aussi. Elena a gardé le silence un moment puis a dit « Alors peut-être qu'elle est juste là ». Je ne savais pas quoi faire avec ça, mais je ne pouvais pas non plus argumenter contre. Les jours suivants, j'ai passé un état d'attention constante qui était épuisant. Je regardais chaque coin avant d'entrer dans chaque pièce. Je vérifiais le cadre de la porte avant de m'endormir. Rien. L'enfant, ou ce que c'était, n'est pas réapparu de manière visible pendant presque 2 semaines. Mais il était toujours là. Je le savais par le froid, par l'odeur qui venait et s'en allait, par une sensation que j'ai appris à reconnaître pendant ces semaines. Une sorte de poids dans l'air, très subtil, qui changeait la qualité du silence dans l'appartement. Les espaces vides sonnent différemment quand ils ne sont vides que de personnes. Celui-ci sonnait différemment d'une autre manière. J'ai pris une décision qui à ce moment-là me semblait raisonnable et que maintenant je ne sais pas comment évaluer. J'ai décidé de lui parler. C'était un jeudi soir. J'étais assis dans le salon avec le téléphone à la main sur le point d'appeler Elena quand j'ai ressenti le poids dans l'air que je connaissais déjà. Je suis resté immobile et à voix basse, sans me lever du canapé, j'ai dit « Je sais que tu es là ». Silence. J'ai dit « Je ne vais rien te faire. Tu n'as pas besoin de te cacher. » Rien pendant un moment. Puis, de la chambre, ce bourdonnement. Les mêmes notes irrégulières que les semaines précédentes. Cela a duré plus longtemps cette fois, peut-être 2 minutes. Et il y avait quelque chose dans l'irrégularité de ces notes que j'ai commencé à entendre différemment. Pas comme une mélodie sans forme, mais comme quelqu'un qui fredonne ce dont il se souvient de quelque chose, ce qui reste d'une chanson quand on ne peut plus la reconstruire complètement. Je lui ai dit « C'est bon, je ne sais pas bien ce que je voulais dire par là. Je suppose que c'était la seule chose qui m'est venue. » Le bourdonnement s'est arrêté. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des semaines. Ce qui s'est passé pendant le mois suivant est difficile à narrer de manière linéaire car ce n'était pas linéaire. C'était une cohabitation, c'est le mot qui le décrit le mieux. L'enfant Thomas était toujours là et j'étais toujours là et nous avons trouvé une sorte de coexistence que je n'avais pas planifiée et que je ne savais pas comment nommer. Le froid persistait la nuit mais je m'y habituais. L'odeur d'hôpital apparaissait et disparaissait mais ne me provoquait plus la même réaction viscérale. Tous les quelques jours, je trouvais quelque chose légèrement déplacé de sa place. Un verre sur une étagère différente, une chaise tournée de quelques degrés, mon manteau sur le crochet de droite au lieu de celui de gauche où je l'avais toujours laissé. Je l'ai vu 3 fois de plus pendant ce mois. La première fois, c'était dans la cuisine, la nuit, et c'était très bref. À peine 1 seconde avant que j'allume la lumière et que l'espace reste vide. La deuxième fois, c'était dans le salon, assis par terre à côté de la télévision éteinte, avec la posture de quelqu'un qui regarde quelque chose qui n'est pas là. Ça a duré plus longtemps cette fois. Presque 1 minute. Il ne bougeait pas. Moi non plus. Puis il est parti. La troisième fois était différente. J'étais en train de lire dans le fauteuil du salon, tard, avec une lampe allumée. J'ai ressenti le changement dans l'air et j'ai regardé vers le couloir. L'enfant était là, debout comme toujours. Mais cette fois, j'avais plus de lumière pour le voir que les fois précédentes. Et cette fois, j'ai pu voir quelque chose que je n'avais pas pu voir avant. Son visage. C'était le visage d'un enfant. Yeux sombres. Une expression qui n'était ni peur ni tristesse, mais quelque chose qui ressemblait plus à de la concentration, comme quelqu'un qui fait un effort soutenu. Il me regardait directement. Je l'ai regardé en retour. Et dans cet échange de regards, qui a duré peut-être 20 secondes, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. Pas de terreur. Quelque chose de plus proche de la peine. Une immense peine, sans destinataire clair, qui est montée de quelque part dans ma poitrine et est restée là. L'enfant a tendu un bras, pas vers moi mais sur le côté, vers le mur du couloir. Et puis, comme les fois précédentes, il n'était plus là. Je suis resté assis avec le livre fermé dans les mains pendant un bon moment. Puis je me suis levé et je suis allé au point du mur vers lequel il avait indiqué. C'était un tronçon de mur entre le couloir et l'entrée de la chambre, sans tableau ni meuble. La peinture était légèrement plus sombre dans un rectangle d'environ 40 cm sur 30, comme s'il y avait eu quelque chose accroché là pendant longtemps et que le reste du mur avait jauni autour. Je suis descendu voir Don Prospero le lendemain. Je lui ai décrit ce que j'avais vu, le geste, le mur, la marque. Je lui ai demandé s'il savait ce qui avait été accroché là. Don Prospero m'a regardé pendant un moment avant de dire « La mère avait un tableau de l'enfant là, une grande photographie, encadrée.
Elle l'a emporté quand elle est partie. Il a fait une pause. C'était la seule photo qu'il y avait dans tout l'appartement. Je ne savais pas quoi faire de cette information. Je ne sais toujours pas quoi en faire. Je ne sais pas si l'enfant me montrait la photo parce qu'il la manquait, parce qu'il voulait que je sache qui il était, ou pour une autre raison que je n'ai pas pu comprendre. Je ne sais pas si ce que j'ai vu était l'esprit de Thomas, un écho de quelque chose qui s'est passé ici il y a 17 ans, une construction de mon propre esprit opérant sous des semaines de privation de sommeil et de suggestibilité, ou quelque chose de complètement différent qu'aucune de ces catégories ne décrit bien. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé la dernière nuit. Elena est arrivée en ville 3 semaines plus tôt que prévu parce que son travail s'est résolu plus tôt que prévu. Elle a appelé pour me prévenir et est arrivée le lendemain avec ses valises. Je l'ai accueillie avec un mélange de soulagement et de quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'inquiétude, bien que je ne sache pas clairement pour qui. Cette première nuit, nous avons tous les deux dormi dans la chambre 12B. Elena s'est endormie rapidement, comme d'habitude. J'ai mis plus de temps. À 2 heures du matin, je me suis réveillé comme toujours, à cause du froid. J'ai regardé le cadre de la porte par réflexe. L'enfant était là, mais quelque chose était différent. Sa posture n'était pas celle des fois précédentes. Il était légèrement courbé, la tête inclinée, et bien que je ne puisse pas voir son visage clairement dans l'obscurité, j'ai eu l'impression qu'il regardait Elena endormie au lieu de me regarder moi. Et quelque chose dans cette image, quelque chose que je ne peux pas justifier rationnellement mais qui était absolument physique dans mon corps, m'a fait ressentir une urgence que je n'avais jamais ressentie auparavant. D'une voix très basse, presque sans son, je lui ai dit « Non ». Il y eut une pause qui parut longue, puis le froid disparut. Pas progressivement, d'un coup, comme si quelqu'un avait fermé une fenêtre. L'air de la pièce se normalisa en quelques secondes. Le cadre de la porte était vide. C'était il y a 2 mois. Depuis cette nuit-là, rien. L'appartement semble différent. Pas complètement vide, ou peut-être si, et je me suis tellement habitué au poids dans l'air que son absence est maintenant ce qui semble étrange. Elena n'a rien vu ni entendu. Quand je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'étrange dans l'appartement, elle m'a dit non, qu'elle le trouvait un peu froid mais rien de plus. Nous avons terminé le contrat et déménagé ailleurs il y a 3 semaines. Je ne sais pas si ce qui s'est passé au 12B a une explication. Je ne sais pas si Thomas est toujours là, attendant quelque chose qui n'arrive jamais, ou s'il est parti d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ce que j'ai vu cette dernière nuit était dangereux, ou si j'ai mal interprété quelque chose qui était complètement inoffensif. Ce que je sais, c'est que je suis ingénieur, que je passe mes journées à mesurer des structures, à calculer des charges et à prédire comment les systèmes se comportent sous pression. Et que je n'ai aucun cadre de travail, aucun outil professionnel, aucune méthodologie qui me permette d'expliquer ce qui s'est passé dans cet appartement pendant ces 4 mois. Et cela, le fait de ne pas avoir d'explication, est peut-être ce qui me coûte le plus. Cela, et l'image de cet enfant regardant ma femme dormir, et moi lui disant non, et qu'il m'écoute. C'est tout ce qu'Andrés m'a écrit. Il m'a dit à la fin du message qu'il n'avait jamais raconté cette histoire complète, même pas à Elena, et que l'écrire lui avait pris 3 jours. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette dernière image. Un ingénieur, un homme qui a construit sa vie sur la logique, négociant dans l'obscurité avec quelque chose que sa formation ne sait pas nommer. Si tu as déjà vécu dans un endroit qui semblait habité d'une manière que tu ne pouvais pas expliquer, j'aimerais que tu me le racontes. Les commentaires sont là pour ça. Et si tu veux continuer à écouter des histoires comme celle-ci, tu sais déjà où rester. Prends bien soin de toi. Repose-toi bien. On se retrouve pour la prochaine histoire.